Salut Kenny. Salut. Je suis ravi de t'accueillir dans la boîte à gants. Eh ben, écoute de même. On est chez toi un peu dans ta man cave. Dans ma cave. Dans ta cave, c'est Dans ça. ma Hein. cave. On est vraiment sous terre là. Il y a tes tenues de moto qui sont derrière. D'ailleurs, un peu ça évoque un peu ton parcours finalement. Bon, ça, c'est les 3 cuirs que j'ai. C'est les 3 cuirs qui m'ont le plus. J'ai mon titre de champion de France Superbike. Ouais. Mon titre de champion du monde d'endurance. Ouais. Et ma saison en moto I que j'ai fait hier en 2019. Alors, c'était pas pour les résultats que c'était un bon souvenir, mais c'était une expérience qui était assez sympa. Tu le sais, enfin tu le sais pas exactement parce que tu écouteras le podcast plus tard. Mais en fait, il y a une tradition, c'est tout simplement de te présenter en 2 mots. Bah, je m'appelle Kenny Forêt. Ça fait 2 mots. Nickel. Non, je suis pilote moto depuis maintenant professionnel, on va dire depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, je suis pilote BMW, je roule en championnat de France Superbike et en championnat du monde d'endurance. Ok. Et t'es avant tout un passionné de moto parce que t'es monté sur une moto, je crois, très jeune. Comment c'est un petit peu apparu? C'est passion familiale? Bah, j'ai mon père qui a été un pilote pendant de nombreuses années, mais à un niveau qui est extrêmement haut. Mais en fait, à l'époque, par contre, le championnat où est Quartararo aujourd'hui, le MotoGP, il faut savoir qu'à l'époque, il y a des gens qui avaient leur structure privée et qui ne gagnaient pas d'argent à faire ça et qui étaient dans ce championnat-là. Parce que c'était un championnat à la fois amateur, mais dans lequel c'était le meilleur niveau possible, quoi. Et en fait, mon père a fait ça pendant, il a fait une année de 500 de Grand Prix, donc c'est l'équivalent du MotoGP aujourd'hui. Et il a fait une dizaine d'années en 250, la catégorie en dessous, donc c'est le Moto 2 aujourd'hui. Et en fait, bah voilà, on a passé toute notre enfance sur des circuits. Mais sauf que lui, c'est pas son métier. C'était il gagnait de l'argent avec ça, mais il était carrossier à côté et après il avait cette passion là et nous donc forcément avec mon frère jumeau Freddy ça a été assez rapidement on a fait de la moto. Je crois qu'on a commencé, alors je me rappelle pas exactement, mais je crois que c'était en 3 ans et demi 4 ans, quoi. Ouais, donc t'étais tout petit, tu marchais depuis 2 ans, quoi, et même pas. C'est ça et je crois que moto. ouais c'était on faisait ça dans la forêt. À l'époque, on avait le droit d'aller dans la forêt avec des motos. Et on était parti derrière chez nous, en région parisienne, et on partait faire de la moto, quoi. Et ça a continué comme ça pendant 10-12 ans, à rouler que pour le plaisir. Donc c'était que des dirt ou vous rouliez aussi déjà avec des motos Que des motos de cross. D'accord. C'est-à-dire qu'on a fait que ça pendant 12-13 ans. Mais on a que fait ça le dimanche en s'amusant. On n'a jamais fait de course. Et pourquoi pas de compétition plus tôt? Parce que mon père roulait déjà à côté et qu'en fait bah tu sais jamais quand c'est vraiment le moment, quoi. Tu te dis bon bah est-ce qu'on va le faire, et puis en fait on n'a jamais vraiment fait de course parce que on était demandeurs, mais mon père avait déjà beaucoup de choses à s'occuper et on s'est dit ça arrivera un moment. En fait, il était plus occupé à gérer sa carrière et en même temps sa carrière et découvrir la moto. Il y a aussi le fait qu'on est 2. Et quand t'es 2, c'est budget. 2 fois plus cher. Donc c'est-à-dire qu'il faut trouver le bon moment et c'est juste que ouais, mon père, ça a toujours été un peu comme ça. Il a toujours été, il roulait et puis en fait, il se disait toujours bon bah ils vont commencer à rouler quand je vais arrêter de rouler, quoi. Sauf qu'il a tellement arrêté tard que heureusement qu'on a commencé avant, quoi. Il disait ça pareil à ma mère. Il disait on aura des enfants quand j'arrêterai la moto. Il a arrêté à 60 ans. Donc tu t'imagines que heureusement que ma mère a dit bon bah là il faut enclencher, hein, parce que sinon on va jamais y arriver. Et donc là tu commences à vraiment faire de la moto en compète, c'est par souhait ou t'avais presque renoncé à l'idée? C'est un délire parce que mon père un jour rentre à la maison, il nous dit bon bah vous voulez rouler en vitesse? Et on avait 16 ans. T'en avais jamais fait avant? Jamais fait avant. Et il nous dit bah on fait ouais. Il fait bon bah c'est bon, j'ai acheté une moto. On va rouler demain à Carole. Ok, d'accord. Mais en fait pour vous dire le truc, le délire, c'est que la moto c'était une moto de course, une vraie moto de course, quoi. Et nous on est arrivé là-dessus, on n'avait aucune expérience, quoi. C'était une galère de fou et on a roulé avec, on s'est éclaté, mais on était voilà, quoi. Il y en a qui vont commencer avec des petites motos. Nous on a commencé avec un truc qui était déjà une moto de course. Donc ça a été un calvaire pendant et on a roulé une fois, Carole. À l'époque, il y avait un accès libre, c'est ça? En fait, Carole, non, c'était toujours comme aujourd'hui. Tu allais l'après-midi, tu roulais l'après-midi ou le matin. C'était plus possible, tu vois. Non, c'est toujours pareil aujourd'hui. Okay. On y allait, c'est ouvert à l'après-midi. Et on a fait une demi-journée à Carole, mais avec une moto pour 2 pilotes, Freddy et moi, parce qu'on avait encore qu'une moto. Et on a roulé. Notre père, il a fait, vous avez aimé? Ouais, trop bien, trop bien. Deuxième jour, on a roulé quelques temps parce qu'il s'est mis à pleuvoir, donc on n'a pas roulé beaucoup. Et après, il nous a dit, bon, bah venez, on va aller rouler au Mans, sur le circuit du Mans, donc une 3e journée.
Mais tu sais, une journée, c'est à peu près 1h30 de roulage dans la journée, donc c'est quand même pas beaucoup, quoi. Et à la fin de cette journée, il nous a dit, bon, bah, c'est bon, on va à la première course. Sans transition. Sans transition. Et le problème, c'est que la première course, c'était le 125 Open à l'époque, mais c'était le meilleur championnat qui existait en France. Avec des pilotes qui étaient relativement bons, etc. Et nous, on arrivait là-dedans, on avait fait 2 jours et demi de roulage. Et vous étiez remonté à bloc parce que vous vous êtes dit, bah nous, on est pensait chaud, qu'on quoi. allait gagner, quoi. Ouais. Mais c'est là où on s'est pris une percute droite-gauche dès la première qualif. On s'est dit, ah, là, il y a du taf. Mais on s'est qualifiés nous deux. Faut savoir que nous, quand on a roulé, il y avait à peu près entre 60 pilotes en essai qualif et que 40 qui étaient sélectionnés. Donc moi, je crois que je fais 29e. Donc pour une première année où je connaissais rien, cool. C'était déjà pas si mal. Mon frère, lui, je me rappelle, parce qu'il prenait les 44 premiers, il a fait 45e, mais il y a un mec qui s'est désisté. Non, qui s'est blessé au warm-up, donc du coup il a fait la course. C'était l'anecdote qui était rigolote, quoi. Mais c'est voilà, quand on a commencé comme ça, quoi. Donc ça, c'est vos débuts, donc des débuts, voilà, vous rentrez par la petite porte. C'est ça. Comment ça évolue un petit peu? Bah écoute, ça a duré assez longtemps comme ça. Mon père déjà c'était un investissement. Bon, il avait l'avantage, c'est qu'à l'époque ça coûtait quand même moins cher qu'aujourd'hui, donc c'était plus accessible. Il y avait encore des partenaires quand il roulait, donc on arrivait à rouler, mais par contre on n'avait pas de moyens. Ça veut dire que mon frère comme moi, on n'avait pas de mécanicien au début. C'était genre tu fais ta mécanique, c'est ta moto, tu vous fais étiez ta livré à mécanique. vous-même par rapport à ça. Sauf que moi je suis pas mécanicien. Donc il a fallu apprendre, et bon, on l'a toujours fait pendant les 2-3 premières années. On faisait notre mécanique. Après il y a des potes à nous qui venaient nous aider. Comment t'as appris? Parce qu'à l'époque YouTube c'était pas non plus Ah non, mais t'avais rien sur YouTube. T'avais mon père ou la personne qui travaillait avec mon père qui me disait bah tiens, c'est comme ça qu'on fait. OK, d'accord. Puis bah à la fin tu le faisais, quoi. Et en fait ce qui était assez rigolo, c'est qu'on avait 16-17 ans, mais on s'est jamais fait d'amis sur le circuit parce qu'on avait toujours les mains dans la mécanique. Parce qu'à l'époque, c'était 2 temps. Et les 2 temps, fallait vérifier le piston, fallait vérifier le saignement, fallait changer les comment dire, sur le carbu, il y avait les, comment ça s'appelle, les gicleurs à changer. C'est-à-dire que tu passais ton temps à toujours faire des trucs, quoi. Donc en fait, on n'avait jamais le temps d'aller jouer comme tous les autres gamins. Qui avaient du temps off, quoi. eux, en fait, ils avaient des mécanos, et nous, pendant, je vais exagérer, mais pendant les trois premières années, les 2 premières années sûres, et après on avait nos potes qui venaient, mais il s'avère que nos potes, c'était nos potes de mécanique, quoi. Donc on a fait ça, et on galérait. On n'avait pas des motos qui étaient extrêmement performantes. Donc parce qu'à l'époque, plus tu mettais d'argent dans la moto, plus elle allait vite. Moins t'en mettais, moins elle allait vite. Puis en 125, c'est vraiment une catégorie qui était très sensible à ça. C'est-à-dire que nous, des fois, et moi j'ai des mecs, je me rappelle, ils me doublaient dans la ligne droite. Je les voyais plus à la fin de la ligne droite. Tellement j'exagère, mais je me faisais prendre 50 mètres ou 100 mètres, quoi. Mais juste dans la ligne droite. C'est-à-dire que là où t'es censé juste mettre à fond, où c'est censé le perdre le moins de temps, parce que normalement on est tous aptes à pouvoir accélérer, quoi. Donc voilà l'histoire, c'était. Mais en fait, on a appris comme ça, et puis dans un premier temps, moi j'avais des envies de vouloir faire des wheelcards. Tu sais, le wheelcard, c'est quand t'es invité sur le championnat du monde. C'était pour moi un objectif qui était premier. Je voulais faire une wheelcard, je voulais faire les grands prix, etc. Mais sauf qu'en fait, j'avais pas le niveau, quoi. Autant le niveau technique, moi, en fait, j'étais certainement pas assez bon. Et en fait, on progressait, mais petit à petit, quoi. Là où les autres, en 2 ans, ils vont réussir à faire un pas en avant, nous, on a moi, j'ai mis peut-être 4 ans et demi, 5 ans, quoi. Alors que je suis commencé avec des bonnes bases. Mais le problème, c'est que, c'est comme tout, quoi. Il fallait passer le step, quoi. Donc tu commences à 16 ans, donc c'est quand même relativement tard. Ouais. Même maintenant, ça serait absolument même trop 16 tard. ans et demi, parce que pendant ma saison, j'ai eu 17 ans, quoi. Toi, j'ai commencé l'année de mes 17 ans. Et en fait, t'as commencé à avoir les premiers résultats plutôt autour de la vingtaine, finalement. Écoute, le premier résultat vraiment que j'ai eu, je crois que j'ai fait une 8e place en 2000, j'ai commencé en 2001, peut-être en 2003. Et le premier podium, je le fais en 2004 à Carole, sous la pluie. Parce qu'en fait, sous la pluie, en fait, le moteur a beaucoup moins de, comment dire, tu peux moins le pousser, donc en fait c'était tellement un circuit qui avait très peu d'adhérence que en fait le moteur fait pas beaucoup la différence, parce que c'est un petit circuit, quoi. Et là je me retrouve à me battre avec les meilleurs pilotes qu'on avait, quoi. Donc c'était je me rappelle, j'avais fini devant Alexis Masbou, mais Alexis Masbou 5 ou 10 ans après, c'est un mec qui gagnait des grands prix, quoi. Donc tu vois, pour moi qui était un peu à l'arrache, et pourtant il est plus jeune que moi, mais il avait 3 ans de moins que moi, mais c'était une référence. Il était en équipe de France, et en fait j'étais derrière les 2 pilotes de l'équipe de France.
Non, j'étais deuxième. Donc j'ai battu Masbou et le premier c'était Mathieu Olagnon, je crois. Et voilà, et je fais un podium. Mais moi, pour moi, là, c'était le. Tu sais quoi, je vais te dire un truc, c'était ouf, c'est que quand j'ai passé la ligne d'arrivée, il y avait des primes d'arrivée à l'époque. Et j'avais gagné 500 euros. Mais 500 euros, tu t'imagines que après réflexion, quand c'est fini, on m'a dit, ouais, Kenny, t'as gagné 500 euros. C'est comme si aujourd'hui tu me disais, je te dis une bêtise, j'arrive pas, mais c'est comme si tu me disais, tiens, t'as 15 000 euros, quoi. Pour moi, c'était, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Rien, parce qu'en fait, c'était pas beaucoup. Mais c'était le fait de gagner quelque chose, de l'argent, parce que j'ai fait un résultat. Ouah, c'était, gagner de l'argent en incroyable. faisant quelque chose que t'adores. Mais c'est ça. Mais c'est une prime d'arrivée, c'était pas beaucoup d'argent, mais quand c'était en 2004, donc j'allais avoir 20 ans. Mais j'avais cette notion de dire, c'est un truc de fou, quoi. Puisque tu mettais aussi tout ton argent. À l'époque, j'étais encore à l'école, j'avais pas beaucoup d'argent, quoi. En fait, d'ailleurs, la transition, c'est que c'était ce podium-là, ça a signé la fin de ma carrière d'étudiant. C'est-à-dire que tu faisais quoi? T'as eu le bac? J'ai eu le bac. J'ai commencé un BTS en génie mécanique. Et j'accrochais pas trop. Et en fait, comme tu sais, à l'époque, je sais pas si c'est encore pareil maintenant, mais la fac, elle commençait toujours en début octobre. Je crois que c'est plus trop le cas. Maintenant, ça a commencé début octobre. Et en fait, je m'étais aussi en parallèle inscrit à la fac de sport parce que je voulais faire en STAPS, ouais. Et je m'étais dit je vais faire ça. Et puis en fait, comme j'ai vu que j'étais accepté en STAPS, je suis parti. J'ai arrêté le BTS et j'ai commencé le STAPS. Et écoute, j'ai eu le premier semestre, c'est pas trop mal passé, mais j'étais pas beaucoup là parce que toujours avec les courses, etc. Mais j'avais quasiment mon premier semestre et je suis arrivé au partiel du deuxième semestre. Et en fait, c'était pendant la course de Carole. Et donc là, je remplissais la première page et après je fermais le truc. J'attendais de passer les 45 minutes, je déposais mon truc et j'allais à Carole. Et c'est là où je me suis dit allez, tu sais quoi. Je veux en faire pas mon métier, mais je veux le faire à 100% et je veux arrêter d'aller à l'école, quoi. Donc là, tes parents, ils réalisent comment quand tu leur dis ça? Ah, là, c'est là que tu te rends compte que t'as des parents qui sont, qui sont formidables parce que en fait, sur mon père, lui, il m'avait dit, dès que t'as ton bac, tu fais ce que tu veux. Donc je savais très bien que c'était pas lui qui allait me mettre la pression pour les études, malgré qu'on savait que c'était important, mais ma mère, elle m'a dit, écoute, si c'est ton souhait, fonce. Et c'est là que elle m'a dit, par contre, tu passes ton brevet d'état. Pour d'entraîneur? Pour donner des cours de moto, mais il me dit, par contre, si tu veux faire ça, vas-y, fonce. Mais à ce moment-là, à partir du moment où t'es libéré des études, tu te mets à fond dans la moto. Là, je me suis mis à travailler. Et là, tu t'es dit, je veux être pro. Je me suis d'abord mis à travailler parce que je suis encore dans la petite catégorie. Ouais. Donc, dans la petite catégorie, c'est pas, j'ai pas encore cette notion de professionnel. Pour moi, c'est là, mais c'est pas encore là. Je veux juste réussir. Et moi, mon principal souhait à l'époque, c'était d'être reconnu comme un bon pilote. Peut-être qu'on dise, Kenny Forest, c'est un bon pilote. C'est pour moi, à ce moment-là, c'était peut-être la valeur la plus importante que j'avais en tant que pilote. Je courais pas pour être, je courais pour gagner des courses et pour être reconnu. Et moi, ça a été par palier durant toute ma carrière, mais c'est vrai qu'au début, je roulais. Alors déjà, je m'amusais, je m'éclatais. Mais pour moi, la plus grande des fiertés que je pouvais avoir, c'est qu'on dise, ah ouais, Kenny, c'est un bon pilote. Et de me dire que j'étais un bon pilote, c'est là, j'étais refait de fou, quoi. J'étais trop content parce que pour moi, c'était le. Mais toi, je courais après ça, quoi. Et je courais toujours après cette fameuse wildcard que je voulais faire. Et c'est pour ça que l'année d'après, c'est la première année où j'ai été dans un team. Donc là, c'est le premier step vers le monde professionnel. C'est ça. Je suis allé dans un team qui m'a aidé. Et en fait, ça s'est très bien passé jusqu'au moment où en fait on était limité. Ça veut dire que les personnes qui travaillaient avec moi étaient très compétentes, mais avaient des capacités qui étaient limitées par rapport à certains trucs. Et en fait, on s'est retrouvé. J'ai fait plusieurs top 5, etc. Alors, quand je dis top 5, c'était assez intéressant parce que c'était avec des pilotes qui sont aujourd'hui en mondial. Donc, c'était une très bonne année. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas performé comme on l'aurait souhaité parce qu'en fait, on était limité dans les niveaux dans le team. Mais je dis pas limité en termes c'était vraiment qu'en fait, voilà, il y avait des trucs que le team savait pas faire, moi je savais pas faire, et en fait, il y avait personne qui était là pour nous faire passer un step up, ouais.
on était toujours au même truc et en fait à la fin de l'année on a vu l'erreur qu'on a faite et malheureusement ça s'est terminé comme ça parce que en fait voilà quoi, c'était c'est un truc bête mais je crois j'avais un problème dans la fourche, personne n'avait les capacités de démonter cette fourche pour savoir ce qu'il y avait dedans et en fait elle était cassée et en fait on a fait quasiment toute la saison comme ça avec une fourche cassée, pas cassée mais en fait il y avait un truc qui faisait des vibrations dans la fourche qui m'amenait de quoi ne pas être tranquille sur la moto quoi. Et on a fait toute la saison comme ça. Et c'est en fin d'année quand ils l'ont démontée parce qu'ils avaient peur de la démonter en cours d'année et de pas pouvoir la remonter. Et en fait, on s'est retrouvé avec ce problème-là. Donc eux, ils étaient désolés comme pas possible. Mais en même temps, moi, j'étais pas capable de dire il y a vraiment un problème, faut la démonter, etc. Toi, j'avais pas assez d'expérience, eux non plus. Mais c'est ce qui a fait que ça a sonné. En fait, c'est là où je suis passé au 4 temps. Par la force des choses. Et est-ce qu'à ce moment-là, ton frère te suit déjà dans son parcours? Parce que je me souviens que tu m'avais dit que... Lui, en fait, en fait, c'était juste avant, c'était en 2004. Ouais. En 2004, il me dit, bon, écoute, il va voir mon père et il fait, écoute, en fait, non, c'était en 2003. En 2003, il dit, attends, ouais, fin 2002, 2003, je sais plus exactement les dates, mais enfin, peu importe. Il dit à mon père, écoute, en fait, parce que lui, il réussit pas, par contre. Ok. Lui, s'il n'arrive pas, à performer. Le temps, il toujours loin. Et en fait, il me dit bon bah tu sais quoi, j'arrête la moto. Je vais tout donner pour mon frère parce que lui, il a l'air de mieux s'en sortir. Donc il va voir mon père, il dit écoute, je pense que le mieux c'est que on se concentre sur Kenny, puis moi j'arrête. Et là mon père, il a dit direct, écoute, t'as pas compris, c'est où vous arrêtez vous deux, ou vous continuez vous deux. Il est hors de question qu'il y en a un qui roule pas pour l'autre. Ok. Donc lui est passé en 600 en 2003. Donc moi j'ai été jusqu'en 2005 en 125 et lui il est passé en 600 et c'est là qu'il a il a passé encore une année difficile et après en 2004 il est passé 2005 il est passé en 1000 directement et lui il a commencé très très tôt la 1000 et alors que moi je suis resté beaucoup plus dans les petites catégories. Et il a eu un déclic à ce moment-là. Il a eu plus un déclic quand il est passé en 1000. Ça commençait, il était le plus jeune, il avait 19 ans et personne avait 19 ans à cette époque dans des catégories aussi grosses et c'est là qu'il s'est fait repérer lui. Et donc toi, si on reprend le cours de l'histoire, donc t'as ces problèmes de réglage sur la moto, enfin il y a un fit qui se fait pas. Avec quelle saison t'enchaînes après? Bah en fait, je dis à mon père, ouais, je veux absolument rouler dans le meilleur team possible en 125 pour faire encore une fois une wildcard. Et je me rappelle du team et en fait le team ne me prend pas parce qu'ils disent que je suis pas assez bon. La réponse est claire quoi. Ouais, il est pas assez bon. Ok. Donc là, tu t'imagines, j'étais au fond du trou parce que pour moi, et puis on n'avait plus de solution pour aller en mondial. Toi, pour moi, j'avais pas cette wildcard et j'étais dégoûté quoi. Et là, mon père il me dit non mais maintenant on n'a plus le choix, tu roules en 600. Et je fais mais attends, je roule en 600. Moi, je veux pas aller en 600. Parce que 600, juste pour expliquer 600, pour les c'est auditeurs, super sport. C'est la catégorie au-dessus, mais c'est plus le 2 temps. Et là, tu passes dans t'es plus dans les grands prix. c'est moins cher aussi. C'est moins cher. À l'époque, c'était moins cher. Et en fait, quand tu sors du 125, à l'époque, c'était 125, 250, 500. Et pour te dire, aujourd'hui, c'est Moto 3, Moto 2, Moto GP. Mais c'était les mêmes. Et en fait, si tu veux, il y avait une catégorie en Championnat de France qui était à la 125, qui te permettait d'aller faire. Si t'étais devant, on t'invitait au Grand Prix de France. Donc tu pouvais faire un Grand Prix de France. Et si tu faisais un bon Grand Prix de France, tu pouvais peut-être espérer faire un truc pas trop mal. Sauf que moi, j'ai jamais eu la possibilité d'aller au Grand Prix de France. Donc au moins l'histoire a été réglée. Et je suis passé en 600. Donc là, tu vas un peu la mort dans l'âme. Bah, j'y vais à reculons. Ouais. Mais je fais de la moto. Donc je me dis bon bah allez, tu sais quoi, c'est pas grave. Et puis voilà quoi. Et puis on s'inscrit dans le Championnat de France Super Sport. Donc le Championnat de France Super Sport, c'est aussi c'est la catégorie. On va dire c'est la deuxième catégorie parce que alors à l'époque t'avais encore le 250 cm3 et les 600. C'était un peu les deux catégories. La Super Sport, c'était vraiment la catégorie qui était en train de monter. Et je vais là-bas un peu par dépit et puis voilà quoi. Et je fais à la première course, en fait, je dis à mon père, je vais faire une course d'amateur pour m'entraîner. Enfin, en fait, t'as deux championnats en France. T'as le championnat de France Superbike et le championnat de France Promo Sport. Les coupes de France Promo Sport. Et les coupes de France Promo Sport, c'est un peu comme la Ligue 2 du football. Et le championnat de France Superbike, c'est la Ligue 1. Et je dis, vas-y, je vais faire une course comme ça pour m'entraîner, quoi. Pour te remettre dans l'ambiance, quoi. Mais mon père, il me dit non. Il me dit, le Promo Sport, c'est pour les nuls. Et j'ai fait, bah non, moi je vais aller. Il fait, bah t'y vas tout seul. Donc je pars avec mon pote. Lui, il roulait aussi. Je roulais. On est parti à deux.
Et on a fait la course. Tu te baladais avec ton camion et tu faisais Je suis parti avec un camion qui roulait à 110. Qui était, je m'en souviens de ce camion parce qu'en fait, il était que rehaussé. Il était tout petit, mais que rehaussé. Donc en fait, tu payais la classe 2 au péage et t'avançais pas. Tu pouvais rien mettre dedans. Le truc, c'était une enclume. C'était le truc qu'il fallait pas acheter. On l'avait, je sais même pas comment on l'avait récupéré. Et je suis parti à ce championnat-là. Mais tout seul, t'as la rage complet, quoi. Et quand t'as réussi à trouver une moto la moto, je l'avais. C'était la moto qu'on avait depuis le début de l'année, mais qui était normalement censée pour rouler en championnat de France Superbike. Et je suis arrivé là, j'ai roulé avec, et je fais la pole. Première course. Et là, je fais wow. Donc là, je me suis pris tu sais, c'est là où tu te crois meilleur que tout le monde. Et je me suis dit, je vais tous les tuer en course. J'ai fait 5 tours, je suis tombé. Je me suis fait une entorse de malade à la malléole. Et là, mon pote, il avait pas le permis. Oh non, tu devais rentrer avec le camion. Ouais. Mais tu sais, tu rentrais à 110. C'était à Lénon, donc il y avait 800 km. Et je me rappelle comme si c'était hier parce que je remonte, j'avais mal. En fait, si tu veux, tellement j'avais mal, je faisais tout avec le pied gauche. Tu vois, j'arrivais même plus avec le pied droit à mettre le pied sur l'accélérateur. Et je suis arrivé devant chez moi, donc en région parisienne, à la Selle Saint-Cloud, à 3h du mat. Et là, j'appelle mon père. Je lui dis là, faut que tu descendes. Je peux pas bouger. Je pleurais et tout, et j'avais trop mal, toi. Et donc tu t'imagines tes parents, toi tu les appelles à 3h du mat. Ils disent qu'est-ce qui se passe, quoi. Et là, ils arrivent, ils viennent me porter. Parce que je pouvais pas bouger, là, dû garer le camion, je pouvais rien faire. Et en fait, le truc, c'est que, je suis monté, ma mère, elle voit le truc, elle voit ma cheville qui est enflée comme pas possible, elle me dit, on va commencer par mettre de la glace. Et en fait, juste le fait de mettre de la glace, en fait, j'avais un hématome qui était tellement énorme que le sang, à la fin, il circulait tellement plus que le moindre geste que je faisais, tu sais, le moindre ça résonnait et ça m'envoyait un coup de jus partout. J'ai fait, là. Et en fait, j'ai mis de la glace. Après, je me rappelle plus trop, mais ça s'est calmé. Et puis, à partir de là, mon père m'a dit, bon, écoute, on va peut-être arrêter les conneries. Je vais peut-être t'aider un peu, quoi. J'ai t'aidé un peu plus, quoi. Et puis voilà. Et puis là, tu t'imagines, première course, j'ai jamais roulé en 600. Je fais la pole en promo sport. J'arrive en super sport et je fais directement un top 10. Et en fait, je m'en rappelle que j'étais content parce que j'avais battu celui qui m'avait dit que j'étais mauvais pour aller dans un team alors que lui, ça faisait 2 ans qu'il était. Donc là, je me suis dit, peut-être en fait, il y a un truc. Il y a un truc, quoi. Mais on a galéré toute l'année, parce qu'en fait, il y avait une moto qui était vraiment pas facile et jusqu'au moment où en fait, je détruis une moto. Non, j'ai un mec, Daniel Payet, qui vient me voir une course en plein milieu d'année. Il me dit, écoute, Kenny, je veux t'aider. Et moi, je dis, ouais, mais pourquoi moi? Il me dit, écoute, voilà, j'ai un budget d'un partenaire, je veux t'aider. Et à partir de ce moment-là, il prend tout en charge. Donc là, c'est à partir de ce moment-là que t'as plus jamais payé pour rouler. C'est ça. Après, c'était plus mes parents qui payaient. Ouais. Mais bon, mis à part le fait que moi, je mettais toujours un peu d'argent. Dès que je travaillais, je mettais mon argent dedans. Alors, je mettais pas forcément dedans tout le temps, mais tout ce qui était autour pour aller s'entraîner, pour faire tout ça, quoi. Et là, le gars, il me dit, voilà, je prends tout en charge. Et comme par hasard, à la première course où il fait ça, je détruis une moto. Je la casse en deux. Je casse un demi-guidon, je passe par l'avant, la moto elle est détruite. Et comment tu te sens à ce moment-là? Tu te dis, en même temps, t'es content que ce soit pas toi qui la paye, mais en même temps, Mais en fait, je pense même pas à ça. Ah ouais? Je suis encore jeune. Et en fait, c'est quelque chose à laquelle je pense pas. Et le mec me dit, non, mais t'inquiète pas, on va la refaire. Et en fait, tu t'imagines que là, c'est déjà pour mon père, c'est un bien fou parce que mon frère était déjà passé dans un team où il payait pas. Et là, je me retrouve là-dedans et voilà. Et puis la saison continue. Elle se passe difficilement parce que je suis avec une marque de pneus qui est vraiment différente de tous les autres. Et en fait, je galère avec ça, quoi. Je galère toute la saison. Et en fait, le gars qui m'a demandé de rouler pour lui, il m'a dit, écoute, Kenny, j'aimerais bien que tu fasses une course avec une Suzuki. Je roule avec une Yamaha pour les promos sport. Allez, non, encore une fois. Et je dis, écoute, ouais, vas-y, y a pas de problème. Et en fait, ce qui était trop bien, c'est qu'à l'époque, quand tu faisais premier Suzuki dans ce championnat-là, on te donnait une wildcard pour faire la G6R Cup qui était pendant, du monde Superbike. Donc la G6R Cup, en fait, ils prenaient le meilleur pilote de chaque pays et t'avais une sorte de d'Europe comme ça, quoi. Donc ça, c'est une catégorie de promotion, tout le monde a la même moto. Tout le monde a les mêmes motos, etc. Mais c'est pendant le Mondial Superbike. Donc le Mondial Superbike, c'est grosse visibilité, quoi. C'est une grosse visibilité, etc. Et je vais faire la course
Et tu sais, je fais 5 au qualif. Mais je savais que je connaissais pas la moto. Je suis arrivé dessus, je suis parti avec. Et encore une fois, à l'époque, tout le monde roulait Pirelli. Et moi, j'étais le seul Dunlop. Et là, je pars, je roule. Et je remonte deuxième. Je suis derrière le premier, je vais pour le doubler. Et là, j'ai j'ai mon voyant d'essence qui s'allume. Et là, je suis terrorisé. Je me dis, je vais tomber en panne d'essence. Et du coup, je reste derrière le deuxième. Dans le dernier tour, je le fais doucement, pour être sûr de pas tomber. Donc, je finis deuxième. Je suis content. Mais tu sais, je suis un peu déçu parce que putain, j'aurais pu gagner. Par contre, je finis première Suzuki. Et là, Suzuki France m'appelle le lendemain et me dit, Kenny, t'es sélectionné pour la GSX-R Cup. Et ça, c'était combien de temps après? C'était un mois après, quoi. C'était pendant le Mondial Superbike, c'était fin septembre, etc. Et là, pour accélérer le truc, j'emmène mon pote en mécanicien et tout, je fais viens et tout, ça va être trop bien. Et en fait, je me rappelle mon frère et son meilleur pote Guillaume Dietrich, qui est mon voisin d'ailleurs aujourd'hui, me dit écoute Kenny, si tu fais un super truc à la GSX-R Cup, l'année prochaine tu pourras aller au Junior Team. Et le Junior Team, c'était le Junior Team Suzuki qui te faisait rouler en endurance et à la fois en de France en Superbike. J'ai fait trop bien. Et là je fais la course et je fais deux derrière Xavier Siméon, qui est quelqu'un qui a gagné des courses après en Moto 2, en championnat du monde, et derrière Tom Sykes. Et devant Tom Sykes, qui lui a été mon champion du monde, champion du monde Superbike. Superbike, ouais. Mais moi, je suis là, je fais la course, je finis devant tous les autres Français, etc. Mais moi, je suis aux anges. Je me dis, c'est bon, je vais passer l'année prochaine au Junior Team, je vais faire ci, je vais faire ça, trop bien. Là, tu veux être pro, clairement. Là, je commence à être pro, quoi. Mais en fait, ils m'ont pas pris. Et pourquoi ils t'ont pas pris? Mais parce que je pense qu'ils avaient pas de place. Ils se sont un petit peu emballés, quoi. Tu vois, je pense que t'inquiète, ça va le faire, c'est sûr. Et en fait, ils sont un peu emballés. Donc là, je me dis tant pis, quoi. Et j'ai toujours le gars Daniel Payet qui m'aide et qui me dit on va rouler avec des Honda, etc. Et pour l'année prochaine, c'est les meilleures motos en super sport. Et là, mon père il fait non, on n'a pas les sous pour acheter une Honda parce que les motos fallait quand même les récupérer. Il dit non, on n'a pas les sous. Par contre, on a des Triumph. Qui venait d'arriver. Mais genre l'année, la moto, c'était la Daytona, elle est sortie fin 2006, un truc comme ça. Et puis moi, ils me disent faut rouler avec. Donc c'est la 675, c'est ça? C'est ça. Mais moi je dis attendez, vous êtes pas bien. Et je fais moi les Triumph, ils font des bonnes villes, ils font pas des. Et moi j'étais dingue, je dis non, je veux pas. T'as l'image des motos un peu tracteur. Ah non, mais voilà, c'est ça, t'es les vieilles motos, etc. Ouais. Et je dis non, c'est pas possible. Et mon père il fait t'as pas compris. Il nous donne 2 motos, il nous donne 10 000 € de pièces. On n'a pas le choix. Parce qu'ils avaient tout intérêt à faire la promotion de leur moto. Ils faisaient ça. Et puis, il y avait des journalistes qui avaient dit, putain, c'est une super moto, etc. Faut rouler avec. Mon père, il avait raison. Il a dit, non, mais ils ont dit on roule avec. Mais moi, j'étais là. Et puis, à un moment, le financier a parlé, hein. On te donne 2 motos où il faut payer en fin d'année 2 motos. L'histoire, elle est réglée, hein. Tu y vas, quoi. Et du coup, on est parti et on a commencé à rouler avec cette moto que personne ne connaissait. Et l'histoire un peu folle, c'est que je vais à mes premiers tests, les derniers tests juste avant la première course. Et tu sais, j'arrive et je roule avec des Dunlop. Dunlop m'avait prêté un train de pneus pour rouler et tout, mais un train de pneus pour 2 jours d'essai. Ce qui est pas beaucoup du tout. Ce qui est rien. Parce qu'en une journée, déjà, t'as déjà plus rien, quoi. Surtout si tu roules vite, quoi. C'est combien normalement tu utilises un peu de train de pneus par jour? Imagine-toi, c'est un peu, mais en Superbike aujourd'hui, le pneu avant, tu peux l'utiliser un petit peu plus, mais le pneu arrière, c'est une course. C'est 25 minutes. Donc tu vois tu fais 30 tours avec un pneu maximum, quoi. Entre 25 et 30 tours, quoi. Et là, je fais une journée avec et les pneus, ils sont morts. Et je dis, mais je suis là le 2e jour, il faut que je trouve une solution. Et j'avais un pilote suisse qui roulait avec moi. Et je vais le voir, j'ai fait, écoute, là, t'es en train de jeter 2 pneus, est-ce que je peux les prendre pour rouler demain? Parce que j'ai pas de pneus pour rouler. Ah, fait, vas-y, prends-les et tout. Et là, j'avais, à l'époque, c'était mon coach, José Kuhn, qui s'occupait aussi de mon frère. Et on dit, vas-y, on essaye, on s'en fout. Et là, je prends la moto. Donc les pneus, imagine-toi, ils allaient à la poubelle. Donc c'était mort, toi. Nous, on dit, on va faire 10 tours et l'histoire, elle va être réglée, quoi. Et en fait, je pars. Et là, je roule. Je rentre. Je roule 1,5 seconde plus vite que l'année d'avant. Plus vite qu'avec les Dunlop 9 que j'avais eu la veille. Et là, je m'arrête. Je me rappelle José Kuhn, il me regarde, il me fait, ça va être une bonne saison. Et moi, je fais, et moi, je sais pas, je fais, là, c'est un truc de fou, quoi.
Et voilà quoi, je me retrouve à dire bon bah en fait Dunlop pensait pas que je pouvais bien rouler, donc on se dit bah on parie des Pirelli. Et voilà que le championnat de France commence. Parce que je t'ai dit, Dunlop, ils nous ont peut-être pas fourni les meilleurs pneus. Non, c'est pas les meilleurs, c'est qu'en fait, tu sais, des fois, j'avais pas fait beaucoup de choses super intéressantes l'année d'avant. J'avais été bon, mais pas super bon. Et donc en fait, ils avaient peut-être tout simplement pensé que non, c'était pas intéressant pour eux que je sois pilote Dunlop, et voilà quoi. Donc je suis parti chez Pirelli. Sauf que je vais les payer. Donc Pirelli, Daytona. Et j'arrive à la première course et qualif sous la pluie. J'avais jamais roulé sous la pluie avec cette moto-là, avec ces pneus-là, etc. Et je me qualifie deuxième. Et je fais waouh. Et là, deuxième, je suis entre Arnaud Vincent, donc champion du monde 125, et Mathieu Lagrive, champion du monde d'endurance, à plusieurs reprises. Et là, je me dis mais qu'est-ce que je fous ici quoi. Je regardais à droite, je regardais à gauche, je fais waouh, mais là c'est pas possible. Et José là, mon coach, il me dit tu sais quoi Kenny, c'était séchant en plus, c'était pas complètement sec, il me dit attaque. Tu sais quoi, donne tout ce que t'as et puis on verra bien à la fin de la course. Et en fait, je pars à bloc et je mène 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours. Et là il commence à me doubler et il me double 1 et puis t'as Arnaud Vincent qui me double, t'as comment il s'appelle Mathieu Lagrive qui me double. Et là, je les suis. Bon, ils sont plus vite que moi, ils me doublent. Mais moi, j'avais jamais fait de podium. Et là, tout d'un coup, je me dis, mais il est où le quatrième? Et en fait, on était parti tellement vite que le quatrième était à 7-8 secondes derrière. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, là, j'ai commencé à flipper. Je me dis, mais là, je vais monter sur le podium dès ma première course, c'est pas possible et tout. Et en fait, j'ai pensé qu'à ça. Et en fait, j'ai commencé à stresser comme pas possible. Et à la finalité, j'ai quand même fini la course 3e. Et c'est comme ça que la saison s'est passée. Et la petite histoire de cette course-là, c'est qu'en fait, on a dit à Triomphe et à Pirelli, écoutez, on peut pas payer les pneus. On n'a pas d'argent. Donc là, c'est ou on arrête la saison maintenant, ou vous nous payez les pneus et on continue la saison. Bon bah on continue la saison. Ils ont payé les pneus jusqu'à la fin. En même temps, tu leur avais montré aussi que ça allait performer, donc. Bah c'est ça, mais tu sais, c'est toujours pareil, c'est que tu fais qu'une course. Donc et là, je suis tombé avec des gens. Je me rappelle de Eric Pecoraro qui était le gars qui s'occupait de moi chez Triomphe. Et ça a été des amours quoi. Tu sais, ils ont tout fait pour qu'on soit tout soit nickel toute l'année et tout a été nickel toute l'année quoi. Tout s'est passé à merveille et puis on est arrivé à Lénon qui était la course qui était pour moi la course la plus facile parce qu'en fait j'avais déjà roulé beaucoup avant. Tout l'hiver j'avais roulé là-bas et en fait je crois que je fais la pole et puis non je fais pas la pole, je pars 2 et puis je me bats avec un gars et il y a un moment il se dans le 2e ou 3e tour il se loupe, je passe et là je roule, je me préoccupe de personne, je roule puis à un moment je vois toujours je vois plus 1 seconde, plus 2 secondes sur mon panneau, je fais bah ouais mais je me retourne jamais et tout d'un coup je passe à plus 8 secondes mais là 8 secondes tu sais il te reste 5 tours, tu fais non attends là je vais gagner donc je commence à être un peu terrorisé, je gagne la course. Et donc toi là moi j'étais aux anges, première victoire etc. Et je vais voir il y avait mon frère qui me panotait avec mon père. Je dis mais qu'est-ce qui s'est passé entre 2 secondes et 8 secondes? Il me dit bah en fait on voulait pas te le dire parce que dès que t'es passé en tête tu leur as mis 1 seconde au tour, enfin 8 dixièmes, bam, ils ont trafiqué un peu le. En fait ils ont dit on n'a pas dit vraiment ce que tu parce qu'on s'est dit tu vas pas réussir à, on savait pas quoi faire en fait. Bah tu sais t'es pas habitué, il y a 2 ans avant on était 15e donc tu sais il y avait pas de question de savoir où était le premier ou le dernier quoi. Ils voulaient pas que tu te poses trop de questions. Non. Et du coup on est parti comme ça et voilà et puis après l'histoire elle se raconte que j'étais champion à la fin d'année et c'était le truc parfait quoi. Mais c'est l'année d'après que tu rejoins ton frère en 1000 en endurance. Et en fait, on roule. C'est ma première année en 1000. Et alors, la petite anecdote de cette fin d'année-là, et ça, je l'ai toujours un petit peu en travers, c'est que Triomphe va aller en 2008 en championnat du monde Super Sport. Et moi, comme j'étais champion de France, en fait, ils m'ont appelé direct pour faire les tests. T'étais l'ambassadeur Triomphe presque. En France, tout se passait bien, donc ils m'ont appelé, ils m'ont dit Kenny, vas-y go. On va faire les tests. Et moi, je pars tout seul en Italie faire les tests avec des gens que je connais pas. Et là, je fais les tests et donc je savais que le premier pilote était un pilote, c'était Gary McCoy, donc un pilote qui roule en MotoGP un peu avant et
Donc je savais que c'était lui le premier pilote et il cherchait un deuxième pilote. Et moi je fais les tests et je roule, je crois, 1 seconde et demie plus vite que tout le monde. Donc je me dis, j'ai toutes mes chances pour être pris, quoi. Sauf que j'ai pas été pris. Et ils t'ont jamais expliqué pourquoi? Ils voulaient un pilote italien. C'était un team italien, pilote italien. C'est la zone politique. Chose qui était pour moi, c'est concevable. Hein. Tu sais, t'as des partenaires italiens, ils te disent, nous on préfère avoir un pilote italien. Je le comprends, quoi. Mais au début, quand je suis gamin, je le comprends pas trop. Je fais putain, mais attendez. Donc j'étais le meilleur, donc je dois avoir voilà, la place. j'aurais dû y aller, quoi. Et en fait, après, je suis parti. C'est à partir de là que j'ai rejoint mon frère au junior team en endurance. Et j'ai roulé en Super Stock 1000. C'est une coupe du monde qui se passait que en Europe et c'était avec des motos quasiment d'origine, mais des 1000. Donc ça a été la transition et je suis parti directement là-dedans. Parce que l'endurance, la réflexion que vous faites avec ton frère, c'est te dire, c'est notre carte pour être professionnel. Bah en fait, on commençait à comprendre que l'endurance était indispensable pour qu'on gagne notre vie. On l'avait pas encore complètement, mais on s'était dit voilà, en fait, si on veut gagner de l'argent, il faut aller en endurance. Parce que si on allait en mondial, le problème c'est qu'il fallait d'abord payer. Le problème c'est qu'on n'avait pas d'argent et puis on n'avait pas cette méthode qu'ont beaucoup de pilotes aujourd'hui parce que c'est indispensable, c'est d'aller chercher de l'argent. Nous, tu nous dis d'aller chercher de l'argent pour aller rouler, on te proposait 150 000 euros, etc. Je dis mais attendez, 150 000 euros, je les ai pas, quoi. T'avais pas le côté commercial, quoi. Pas du tout. Et puis non, mais puis c'était pas le délire, c'était pas comme ça que je voyais la moto. Pour moi, la moto, je voulais en faire mon métier, quoi. Donc et puis en revenant sur le titre en fin 2007, je te parlais tout à l'heure de reconnaissance. Le moment où j'étais le plus fier, c'est quand il y avait la remise des prix, quoi. Et qu'on m'a appelé pour me dire voilà, Kenny Forêt. Bah ça y est, dans ta tête, je me suis dit, ça y est, là, au quoi. moins j'ai un titre. Tu sais, j'ai encore le diplôme champion de France Super Sport. Ils le font plus aujourd'hui, mais je l'ai encore parce que pour moi c'était un symbole, quoi. C'était ton école, quoi. C'était je dis j'ai réussi une partie de ce que je voulais faire. Après maintenant, j'aimerais bien gagner de l'argent. Donc c'est là où on s'est dit bon, allez. Il y a eu l'endurance, mais c'était au junior team, c'était l'endurance, c'était rouler en super stock. Tu sais, c'est la catégorie stock sport, ça veut dire que c'est t'as les motos, t'as le WC où c'est le scratch, c'est les motos officielles. C'est des protos presque. C'est presque des protos, c'est des motos d'origine mais qui sont bien améliorées. C'est-à-dire que tu peux changer la fourche, tu peux changer, t'as le droit de modifier un peu le moteur, t'as le droit de modifier le bras oscillant, t'as le droit de mettre des changements de roue rapides, etc. Sur le stock sport, le moteur il est d'origine. T'as rien le droit de changer. Ta moto, c'est comme la moto que tu as quand tu l'achètes au concessionnaire. Sauf que forcément, elle a une fourche, elle a un amortisseur, elle a un échappement, elle a des carénages. Mais par contre, c'est d'origine. Et donc, voilà, mon frère, lui, avait déjà gagné, les 24 heures du Mans et le bol d'or à multiples reprises en stock. Et moi, j'arrive là, la première année. Mais à ce moment-là, par rapport à ton père qui a évolué au plus haut niveau sans être professionnel, il vous voit, vous, courir après ce rêve d'en vivre et donc faire énormément de sacrifices. Vivre que pour ça. Bah lui au début il a pas compris. Là je me rappelle plus la période vraiment quand on a commencé à y penser. Ouais. Mais en fait il comprenait pas. Il disait non mais la moto c'est fait pour s'amuser. C'est pas fait pour avoir des sacrifices. Faut pas avoir des contraintes en allant faire de la moto. Mais lui on a dit non mais c'est ce qu'on veut faire. On veut que ça soit notre métier. On veut gagner de l'argent en faisant de la moto. Donc il l'a compris. Alors moi j'ai pas eu trop ce problème avec mon père, c'est plus mon frère parce que lui a commencé un peu plus tôt parce qu'il était plutôt dans les teams professionnels. Donc en fait ça a été un peu plus il a eu un petit peu plus de friction, mais mon frère et mon père ont toujours eu un peu plus de friction en règle générale. Mais voilà, mais après il a très vite compris que c'était que ça allait que c'était notre envie, quoi. Et donc comment ça se passe pour toi les débuts en endurance? Bah déjà, alors ce qui était dommage, c'est que la première course que j'ai faite, mon frère était pas là parce qu'il s'était blessé. Et en fait, j'y connaissais rien. Donc, alors déjà, je fais la pole en 1000 de la catégorie super stock. Donc pour moi, c'était déjà super parce que je me suis dit, bah putain, c'est bien et tout. C'est ma première année en 1000, c'est pas mal. Et coup, je suis content. Et en fait, on me demande de prendre le départ parce que bah forcément, Freddy qui était le pilier du team était pas là. Et puis moi, ça s'était bien passé, donc il me dit prendre le départ, quoi. Mon frère était là, sur le bord, enfin dans le stand, mais il pouvait pas rouler. Et là, je prends le départ et en fait, ça a été peut-être le pire relais de ma vie parce qu'en fait, j'ai vécu toutes les conditions. C'est-à-dire que je suis parti sur le sec avec des slicks. Les slicks, c'est les pneus qui n'ont pas de rainures, etc., qui sont faits pour rouler que sur le sec. Il s'est mis à pleuvoir, donc j'ai roulé avec des slicks sous la pluie. Je me suis arrêté. Voilà, plus d'adhérence. Je me suis arrêté. Quand je me suis arrêté, ils m'ont mis les pneus pluie. Je suis parti avec des pneus pluie sous la pluie. Au bout de 10 tours, l'embrayage a cramé,
Donc ils ont dû changer le câble. Enfin, j'ai eu un problème avec l'embrayage, donc j'ai dû rentrer. Sauf que quand tu rentres, ils te remettent le plein. Donc quand tu repars avec le plein. Et là, j'ai roulé avec la piste s'est mise à sécher. Et à la fin, j'ai roulé avec des pneus pluie sur le sec. Et je rentre et tout. Et je dis à mon frère, waouh, c'est long quand même un relais endurance. Il me fait, là, Kenny, ça fait 2h40 que tu roules. Donc imagine-toi qu'un relais, c'est 55 minutes. Et en fait, j'ai passé 2h40 et à la fin, on gagne la course en super stock. Et on fait 5e au général. Donc t'as eu un baptême du feu qui était énervé génial, quand même. Et le seul problème, c'est que pour le coup, là où ça a été difficile, comment dire, pendant mes années 125 au début, là j'arrive, je gagne direct. Et là je dis waouh, c'est pas mal ça, c'est plus facile quoi. Et on arrive au Bol d'Or, qui est la deuxième course, on regagne. Donc 2 courses d'endurance, 2 victoires. Donc tu fais quand même une entrée en fanfare quand même. Et là je me dis waouh, c'est un truc de fou quoi. Et en plus là c'était avec mon frère, c'est ma victoire avec mon frère, etc. C'était une course assez incroyable parce que je suis tombé et puis après je m'en suis voulu, donc j'ai fait des doubles relais pour essayer de rattraper le temps que j'avais perdu. Enfin bref, tu vois, ça a été une course assez incroyable. Et puis tu te rends compte l'énergie que t'as avec ton frère, où en fait et à l'époque je m'en rappelle, on avait presque étouffé le troisième pilote parce qu'on était tellement c'était nous deux quoi. C'était genre jumeaux, en plus. ouais, on est jumeaux, donc c'était comme quand on était gamin quoi. On se tirait vers le haut tout le temps. Et à la fin, bah le pauvre Émeric Joncher qui était avec nous. Bah en fait on l'avait presque il y a pas de place quoi. En fait non c'était jamais dans le but de faire ça, ouais, mais si tu veux bah tu t'imagines 2 frères jumeaux quoi, donc c'est compliqué pour le troisième quoi, parce que les 2 premiers s'entendent bien quoi, ils savent très bien comment l'autre va réagir. Mais voilà, c'est là où on gagne notre course, Freddy et moi. Freddy roulait plus vite que moi parce qu'il avait beaucoup plus d'expérience, mais ça a été une expérience incroyable parce qu'on était nous deux, on avait fini peut-être je sais pas encore 5e ou 6e du Bol d'Or, et puis on avait gagné notre catégorie, donc c'était assez fou quoi. Et comment tu vis le fait d'arriver sur la pratique de l'endurance, savoir une pratique en équipe où t'es plus solo, t'as une ambiance qui est différente? Bah en fait je vois pas ce côté-là. C'est ça qui est fou, c'est que tu vois demain tu me dis de faire des sports collectifs. Aujourd'hui je suis assez mauvais joueur quoi, et j'aime pas perdre. J'aime perdre à cause de moi. Point final. Je suis le seul responsable de mon échec. S'il y a trop de responsables, ça m'énerve parce que en fait, j'arrive pas à comment dire mais bizarrement, en endurance, j'ai jamais eu ce côté-là. OK. En fait, si tu veux, moi, si j'ai un pilote qui fait une erreur, ben en fait, je vais tout faire pour réparer son erreur. Tu l'assimiles à ton erreur finalement. Voilà, je l'assimile à mon erreur parce qu'on est que 3 et le problème c'est que on reste, même si c'est un sport collectif, parce qu'on est quand même les 3 sont censés faire du bon travail. Le problème c'est que quand t'es sur la moto, t'es quand même tout seul. Quand t'es dans une équipe de foot, tu peux jamais faire tout seul. Quand t'es en double en tennis, tu peux jamais tout faire tout seul. Que là, il y a un moment sur la piste où tu fais tout seul. Et en fait, quand t'es plus sur la piste, bah tu sais c'est mon, en fait j'estimais que c'était encore moi qui étais sur la piste. Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire, et j'ai jamais assimilé ça comme un sport vraiment collectif. C'est un sport collectif, mais en fait je le voyais jamais comme un sport comme le football, comme le rugby, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, tu sais, je vais jouer au foot, je vais pas être comment dire méchant avec mes coéquipiers. Mais en fait, je vais être méchant avec moi-même, quoi. Je vais être agressif avec moi-même, ça va m'énerver. Alors que je suis pas du tout comme ça, parce qu'en fait, j'arrive pas à combler peut-être le manque des autres par ma performance. Il faut que, si mes coéquipiers sont moins bons, il faut que je sois meilleur, obligatoirement. Mais ça, c'est ton côté ultra compétiteur, je pense. C'est ça. Et en fait, et le truc, c'est que, j'ai du mal à accepter parce que forcément, des fois, tu vas faire un foot avec des potes, quoi. Tu vois? Et c'est pour ça que moi, je suis trop compétitif, et pourtant, je suis pas quelqu'un dans la vie de tous les jours, je suis plutôt quelqu'un de calme. Mais dès le moment qu'on me met un challenge, ouais. c'est à 100%. Et si je perds, faut que je me dis, allez, faut que je trouve les moyens pour motiver mon équipe pour qu'ils y arrivent, etc. Mais le problème, c'est que des fois, je suis un peu agressif, quoi. Faut y aller, quoi. Et c'est pour ça que, malheureusement, en endurance, j'ai jamais ressenti ce côté-là. Ah non, c'est une bonne chose, je pense. Tu vois, alors peut-être que c'est parce que c'était mon sport et que je le voyais d'une façon complètement différente. Mais, je me suis dit, non, je peux faire des erreurs. Il peut faire des erreurs. Mais tu me diras, quand tu vois les trucs avec un petit peu de recul, ouais, mais exactement comme
un c'est sport marrant, collectif. c'est marrant que tu le prennes. Ouais, c'est que tu Mais le par prennes contre, fin. je l'ai jamais vu comme un comment dire. Tu sais, je pense que c'est un sport collectif, mais il n'empêche que c'est une performance personnelle qui emmène le collectif en haut. Tu vois, c'est pas comme le football. Le football, le rugby, le basket, c'est un sport collectif qui t'emmène à un résultat. Là, c'est la performance de 3 pilotes, eux, tout seuls, parce que quand ils sont sur la piste, ils sont tout seuls, qui emmènent comment dire, au top, quoi. Et tu vois, cette petite nuance, elle est, je pense que la différence était là, quoi. Mais c'est vrai que parfois, je me dis, c'est un peu paradoxal ce que j'explique, mais j'ai jamais reçu ce sentiment-là, quoi. Bon, en tout cas, ça te convenait super bien parce que je crois que dès la 2e année, t'intègres le team Kawasaki C'est officiel. ça. Et en fait, on était plusieurs pour cette place-là, et puis il m'a pris moi. Et puis voilà, quoi. Et puis à la première course, je dois même être un peu remplaçant, je devais pas rouler. Puis en fait, je roule. Et puis ça se passe pas trop mal. Mais par contre, ça se passait pas très bien parallèlement. Je parlais de France Superbike. On avait beaucoup de soucis. Et en fait, je pense qu'à l'époque, enfin c'est rigolo, mais c'est un truc de gamin, mais je pense que j'étais avec mon ex-copine et en fait ça se passait pas super bien. Et jusqu'au jour où en fait j'ai 2 personnes très proches qui sont venues me voir et me disent Kenny, il faudrait que t'arrêtes là parce que t'es en train de pourrir ta carrière. Et j'ai arrêté. Et t'es en train de transvaser ta vie perso sur tes Je performances. pense quand t'es assez jeune, tu t'en rends pas compte de ce que tu fais, quoi. Et moi je m'en rendais pas compte. Et en fait ils m'ont dit Kenny, t'es en train de tout foirer. Donc tu sais quoi, arrête. Et là je suis rentré, j'ai dit tout arrêter. Et comme par hasard, tout s'est mis à marcher. Tout s'est mis à marcher correctement. Et j'ai commencé à faire des résultats en championnat de France Superbike. J'ai fait mes premiers podiums, j'ai fait des premières lignes, chose que j'avais jamais fait de l'année. J'ai commencé à battre mon coéquipier à toutes les courses. Et j'ai fait un bol d'or qui était... Sachant que t'étais plus avec ton frère à ce moment-là. Non, lui, là j'étais j'étais officiel chez Kawasaki. Donc c'est là où j'ai pris mes premiers contrats. Et lui, mon frère, chose qui est assez folle, c'est que là où j'ai vraiment eu mon contrat, genre à la course, parce que au Mans j'étais remplaçant, ils m'ont dit que tu allais rouler, donc c'était pas vraiment fait. Lui, Freddy, il était encore au junior team en super stock, et il y a un des pilotes qui du CERT, qui est l'équipe celui qui est officiel, etc. Sa femme va accoucher la semaine de la course, il l'appelle en disant écoutez, je peux pas être à la course. Et là ils disent bon on n'a plus personne, Freddy viens. Donc lui se retrouve officiel au CERT sur la moto officielle, et moi je me retrouve officiel sur la Kawasaki. Et l'histoire qui est belle, c'est qu'on fait 1 et 2. C'est incroyable. Sauf que lui fait 1, quoi. Donc ça m'a un peu plus fait chier, quoi. Ça t'a un peu moins plu, quoi. C'est ça, ouais. Donc mais voilà, mais tu vois l'imagine, tu vois le truc, il gagne, je fais 2e, et puis là à partir de là commence une autre carrière, quoi. Donc là tu commences, là ça y est, on peut dire que t'es pro. Enfin, ouais. T'es totalement pro. Je suis vraiment pro l'année d'après, parce que là je signe vraiment un contrat à l'année. Mais là oui, j'ai déjà commencé. À la course, ouais, okay. J'ai déjà commencé à signer un contrat, et en fait pendant l'hiver j'ai le GMT 94 qui m'appelle, et qui était en mondial Superbike, qui était en du monde d'endurance, enfin tu vois tout le truc, quoi. Et comme j'avais fait un super bol d'or pour le coup, ils me disent Kenny, on te veut pour l'année prochaine. Et là je fais ouais, ok, mais moi je veux rester chez Kawa parce que je suis très bien là où je suis, etc. Mais toi, c'était le GMT qui m'appelait, quoi. Puis le Kawa, il me proposait, et le problème c'est qu'à un moment il me proposait de faire toute l'année, etc. Et je me suis dit allez, vas-y, je fonce. Et puis en plus c'est vrai que c'est comme tout, hein, financièrement c'est aussi important, quoi. Et ils m'ont proposé quand même beaucoup plus Yamaha, donc j'ai fait non mais attends, avec ça je peux vraiment vivre correctement, donc je prends ça. Et puis c'est surtout le côté, d'abord c'était le plan sportif, et je vais pas te cacher que le côté financier m'a aidé à faire un choix, quoi. Ça me permettait de vivre vraiment, alors que l'autre, j'étais entre les deux, quoi. Je pouvais pas vraiment vivre, etc. Donc je savais pas comment faire. Là on m'a proposé un truc où je pouvais vivre. C'était l'histoire de ma vie, quoi. Je me suis dit là c'est bon, quoi. Et puis après t'es tranquille pour te concentrer vraiment que sur ta performance. C'est ça. Donc là ça y est, tu commences à être dans des super conditions. Ouais. Et la performance toujours au rendez-vous. Et là en fait c'est là où ça a été le plus compliqué, parce que je commençais vraiment à monter, et là je suis redescendu tout en bas. Parce que je suis arrivé au GMT, ils ont changé de marque de pneus. Ils ont roulé avec une marque qui était en train d'arriver avec Bridgestone, mais en fait Bridgestone faisait que des pneus à l'époque en 16 pouces. Et donc et en fait je développe des pneus pour des motos d'origine, donc des pneus en 17 pouces, et là c'est l'enfer. Je tombe jamais. Là je dois tomber 10 fois dans l'année.
Ça te bousille la confiance. Ça me bousille la confiance et en endurance, j'en deviens pas très bon parce que, mais tu sais, moi ils m'ont pris parce que j'étais bon et là je deviens de moins en moins bon et en fait tout s'accélère et j'arrive à la finale et en fait j'arrivais à rouler vite, mais il fallait 5, 6, 7 tours parce qu'en fait les premiers tours, les pneus se mettaient pas en régime et comme ils se mettaient pas en régime, je tombais. C'est-à-dire que en fait, il montait pas en température. Ça montait pas en température, mais pas à cause de moi, c'est parce que c'était des nouveaux pneus et ça marchait pas, quoi. Et j'attaquais comme un fou. Je demandais à mes coéquipiers de venir pendant la saison pour essayer la moto. Ils roulaient pas non plus vite, quoi. Mais en fait, les pneus, c'était juste. Et en fin d'année, on change de marque de pneus, chose qui se fait quasiment jamais. Mais le problème, c'est que j'ai le traumatisme de cette année où je fais que de tomber, quoi. Et pour te dire l'ambiance, c'est que j'arrive au Qatar à la dernière course d'endurance et je vois passer tous les. Le premier pilote a signé, le deuxième pilote a signé. Et je vois passer tous les pilotes à l'intérieur du box pour prendre ma place, quoi. Et là, je me dis, bon, bah, c'est terminé, quoi. Et comme je suis pas assez performant, ils décident à la course de pas me faire rouler. Et là, je me dis, bon, bah, là, c'est fini. Et là, t'es un peu au fond du trou, quoi. Bah, je suis au fond du trou, mais je m'en rends pas vraiment compte parce que, tu sais, je sais pas si c'est de la naïveté ou si je me protégeais, quoi, mais, et là, je me dis, bon, bah, écoute, ça va être compliqué, l'histoire, quoi. Donc tu sais, j'étais passé l'année d'avant où en fait j'étais j'avais vraiment fait un bol d'or vraiment très très bon à être quelqu'un qui était parti aux oubliettes, quoi. Et là je me dis bon bah tu sais quoi, vas-y c'est pas grave. Et la course part et mon coéquipier tombe 2 fois dans le premier relais. Chose qui arrive jamais. Mais comme ils tombent, ils font pas la course à 2. Donc du coup, je roule. Donc là je roule. Premier relais. Bah comme d'habitude, les 3 premiers tours, je roule pas vite. Et après, je me mets exactement dans le même rythme que eux. Mais par contre, pas vite les premiers tours. Et là, j'ai mon coéquipier, Mathieu Lagrive, qui vient me voir après le relais. Il fait, tu sais quoi, Kenny? Maintenant, tu vas attaquer les 3 premiers tours. Attaque. Parce que ce que tu fais, c'est bien. Mais par contre, faut que tu roules plus vite les 3 premiers tours. Mais moi, le problème, c'est que j'avais encore cette peur de tomber, quoi. J'ai vraiment cette peur, quoi. Et je dis, ok, d'accord. Et mon team manager me disait rien. C'est vraiment mon coéquipier qui est venu me voir. Et là, je pars. Et imagine-toi, je pars. On est dans une course, hein, en ayant peur sur la moto. Et je me dis, tu sais quoi? Si je tombe, au moins, j'aurais tout essayé. Donc j'y vais pour tomber. Je vais tomber. Et là, je pars, je rentre dans le premier virage. Et je serre les dents comme jamais. Je te jure, j'aurais pu me péter les dents, quoi. C'est comme ça, je suis crispé. Je rentre et je fais, bon, bah, c'est passé. Deuxième virage, c'est passé. Forcément, faut faire droite, gauche, barrage. Et là, ça passe. Je fais, bon, bah, ça va et tout. Mais tu peux pas t'imaginer l'énergie que j'ai mis juste dans le Ce qui est jamais bon, en plus, d'être crispé sur la moto. C'est impossible, quoi. Et là, je fais mon relais. Je rentre. Et j'ai mon team manager qui vient me voir, il me fait, c'est bien ce que t'as fait là. C'est très, très bien. Et là, je fais, ok, d'accord, merci et tout. Et là, il ferme la porte. Mon coéquipier qui revient, il fait, putain, maintenant tu refais ça une deuxième fois, s'il te plaît. Ok, d'accord. Et je refais ça une deuxième fois. Et là, bam, 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 je fais le truc, je roule bien. Et en plus, à la fin, je tombe en panne à un tour de l'arrivée, la moto en panne. Et là, et je pousse la moto en courant, je passe la ligne d'arrivée en courant. Et en fait, mon team manager, il me fait, non, mais écoute, en fait, on va le garder. Parce qu'il nous a montré que il avait l'esprit de l'endurance. En poussant la moto jusqu'à la fin, même si on n'avait pas plus grand chose à jouer. Et il dit, après, voilà, il nous a prouvé qu'il était capable. Est-ce que tu penses que ce que t'as dit, Mathieu, ça a été un tournant dans ta carrière? J'en parle encore aujourd'hui en disant, je suis sûr et certain que ma carrière n'aurait pas été la même. Alors, est-ce qu'elle aurait été devenue? Ça, je suis incapable de le dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à cette fin d'année-là, j'aurais pu signer de contrat enfin, j'aurais pas signé le contrat avec le GMT si il était pas venu me voir. Parce que j'étais pas capable de me ressaisir tout seul. Il fallait quelqu'un qui vienne me mettre une claque. Tu sais, pour me dire, mais Kenny, t'es con ou pas? Et le problème, c'est que moi, j'en étais pas capable tout seul. Tu vois, je pense qu'un gars comme mon frère, lui, il aurait peut-être réussi à le faire tout seul. Mais moi, j'ai toujours eu besoin d'avoir quelqu'un qui, à un moment, me dise, oh, réveille-toi. Donne une vision extérieure, quoi. Réveille-toi, quoi. Et ça, c'était surtout quand j'étais jeune. Après, plus grand, tu prends de l'expérience et c'est plus facile, quoi. Puis après, bah, s'enchaîne. Donc là, tu renchaînes avec GMT. Je renchaîne et puis voilà. Puis 2011, 2012, 2013, 2014 et puis 2014, on arrive à la consécration, c'est d'être champion du monde, quoi. Parce que pour moi, à l'époque, être champion du monde, c'était
C'était le Graal, quoi. Bah oui. Tu vois, c'est aujourd'hui, tu vois, j'ai mon truc là dans mon salon où j'ai mon diplôme avec la médaille d'or en disant champion du monde, etc. quoi. Et ça, pour moi, c'était voilà, c'était le Graal. Et quand j'ai réussi ça, je me suis dit, bah là. Puis c'est l'année de naissance de. Et c'est l'année de naissance de mon fils. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Et c'est marrant parce que tu dis diplôme. Je sais pas, je vois le bout de papier, ouais. mais j'ai vraiment l'impression que c'est ton école finalement. Mais c'est ça. Mais en plus là, tu sais quoi, c'est la première année qui refont une vraie cérémonie pour les championnats du monde d'endurance. Donc c'est à dire que j'étais avec à la cérémonie, j'étais avec Marquez. J'étais avec tout ça parce qu'on est champion du monde d'endurance, c'est un championnat FIM. Donc le champion du monde MotoGP, c'était Marquez. Le champion du monde Moto2, je sais plus qui c'était à l'époque. C'était son frère, Alex. Et voilà, on était là. Vous étiez tous au même niveau, quoi. On était tous au même niveau, tous champions du monde, etc., etc., quoi. T'as ton diplôme, t'as la cérémonie de comment dire, de récompense. Toi, tu dis, c'est bon, quoi, là, j'ai touché le Graal, quoi. Donc c'était vraiment, tu sais, c'était, encore une fois, j'avais toujours ce côté reconnaissance, quoi. Et comment t'arrives à te remotiver quand t'as atteint, entre guillemets, le maximum que tu pouvais atteindre? Bah, en fait, c'était de gagner une course de 24 heures. Donc une course unique, pas le championnat, mais une course unique. Une course unique. Ça a été ça. Puis en plus, tu sais, les objectifs, en fait, quand t'as été, l'objectif, c'est d'être champion du monde une fois. Mais si tu peux l'être 2 fois, c'est pas mal non plus. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le pire des trucs. Hein. Mais l'année d'après, nouvelle moto. Nouveau truc. Et moi, je pense que je fais mon année la plus complète. On gagne une course en Allemagne, les 8 heures, mais on gagne pas. On aurait dû gagner, je pense, la finale au Bol d'Or. Mais mon coéquipier fait une erreur dans le premier tour et bon, bah malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Mais je pense qu'on aurait pu la gagner. Et voilà. Et je pense que ça, niveau des performances, je pense que ça a été ma saison chez Yamaha la plus complète. Sauf que je me fais virer en fin d'année. Et tu sais pas pourquoi, comme ça, sans. Pour des raisons qui sont pas des raisons. Et j'en ai beaucoup voulu à mon team manager parce que c'était quelqu'un que j'apprécie toujours aujourd'hui, mais que bah forcément j'ai toujours une petite amertume vis-à-vis de ça. On s'est expliqué, donc à partir du moment qu'on s'explique, pour moi les choses sont claires. Mais j'ai vraiment je l'ai mal vécu parce que je comprenais pas qu'on me remplace alors que j'avais fait une saison correcte. Et après, avec le recul, je me suis dit, écoute, tu sais quoi, pendant les 6 années que j'étais au GMT, j'ai certainement fait des saisons où j'aurais pu être viré. Mais j'ai pas été viré. T'avais utilisé ton joker, entre guillemets, quoi. Donc peut-être que il manquait quelque chose, mais je pense que mais je lui ai expliqué, c'est que j'étais trop dans une bulle. À l'époque, c'était tu sais, en endurance, t'as souvent un pilote qui est la référence, qui est le premier pilote. Et en fait, si tu veux, là, j'avais mon coéquipier David Cheka, qui était lui en fait la référence du team. Et en fait, je leur ai expliqué après avec Christophe, je lui ai dit en fait, vous l'avez tellement mis dans une bulle où lui pouvait faire ce qu'il voulait que moi, à un moment, je me suis dit la bulle est inaccessible. Donc, je me satisfais d'être deuxième pilote. Et en fait, eux, je pense que ça leur a pas vraiment plu que je sois satisfait d'une deuxième place. Sauf qu'involontairement, je pouvais pas prendre la première place parce que dans leur team, ça faisait 10 ans qu'il était là, il était irremplaçable. Chose que je comprends, toi. Mais le problème, c'est que moi, je me suis dit, si je peux pas être un premier pilote, autant être un très bon deuxième pilote. Mais sauf que je pense que ça leur a pas suffi. Et tu sais, quand tu fais pas trop de bruit, que tu fais bien ton boulot, généralement, on se rend compte de ce que tu faisais quand on t'entend. Quand t'es parti, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est souvent comme ça, mais même pour moi, pour mes mécanos, pour mes ingénieurs, des fois, tu dis, c'est nous qui faisons tout gagner, mais en fait, je pense que mon team manager à ce moment-là avait besoin de changement. Il a fait un choix qui était pas le bon. Et en fait, voilà, après, on s'est discuté, on a parlé, etc. Je lui ai dit que je lui en voulais énormément et c'est une personne intelligente et il a compris et j'ai vu dans ses manières de faire les années d'après que ce que je lui avais dit, ça avait quand même eu un impact, quoi. Donc, la chance que j'ai eue, c'est que moi j'ai un nouveau projet qui a commencé juste après. Donc t'as pu te retourner facilement, quand même. Facilement, c'est la chaise musicale, ce sport. Hein. C'est qu'en fait, t'es là, t'es pas là, t'as une chaise qui s'enlève. T'as intérêt de t'asseoir direct, hein, parce que des places, tu sais, on est 15 pilotes professionnels en France. Et enfin, en France, on était 10 Français. Donc t'imagines 10 Français, ça avait pas beaucoup. Donc faut pas. Et en fait, il y a le team BM, il leur reste 2 places. Et en fait, j'y vais avec mon coéquipier qui s'est fait virer aussi. On se retrouve nous deux chez BM. Et puis moi je roule. C'était une année compliquée parce que tu t'imagines, tu passes d'avoir un contrat, là tu fais que 2 courses, Le Mans, le Bol. Donc c'est pas assez, toi, c'est pour vivre. Et je fais le Championnat de France, mais le Championnat de France c'était pas prévu. Donc en fait ils me disent bon Kenny, pour le Championnat de France on va faire un système de prime d'arrivée, quoi. Donc là tu pars sur une année où tu te dis bon ça va être compliqué, quoi.
Donc il fallait que tu ailles chercher ton petit chèque Fallait chercher tout ça, quoi. Et tu sais quoi, en fait, c'est comme quoi les histoires commencent toujours bien, quoi. Alors après, on a trouvé des solutions parce que forcément, je leur ai dit, écoutez, c'est pas possible, mais on a trouvé des solutions. Et puis j'arrive à la première course en championnat de France parce que ça commençait par ça. Je me bats pour la victoire. En fait, je gagne pas la course parce que je crève, chose qui n'existe pas, quoi. Mais je pars, je double tout le monde, je pars devant et je crève, donc j'abandonne. Mais tu sais, pour moi, c'était déjà c'est parce que tu sais, quand on te vire, la première chose que tu te dis, c'est je suis mauvais, quoi. C'est pour ça qu'on m'a viré. Donc là, déjà, ça m'a fait du bien. Tu reprends la confiance, ouais. Et on arrive aux 24 heures du Mans et on fait la pole. Avec mon coéquipier. Et on nous disait qu'on n'était pas assez performants. Mais tu fais la pole 24 heures du Mans un mois après, quoi. Et tu dis, bah là, tu sais, c'était un peu une revanche, mais pas complète. La revanche complète, elle a été pendant les 24. Alors, j'ai abandonné, certes. Mais, en fait, on fait la course. Et en fait, j'ai un problème mécanique pendant la course, mais je pense qu'on aurait fini cette course, on aurait fini deuxième, on aurait pu même gagner. Et mais c'est surtout qu'en fait, à un moment, je suis en train de rouler. Et tu sais, quand tu roules, t'as les écrans géants. Et à un moment, je roule. Et là, je lève la tête. Et je vois... En fait, ça peut paraître méchant aujourd'hui quand je te le dis. Mais au fond, c'était pas contre lui que j'en avais, mais c'était contre la décision. Et en fait, je rentre et je vois le mec qui me remplace dans la voie de sécurité avec la moto éclatée parce qu'il venait de tomber. Et là, je me dis... En fait, tu dis c'est un peu le karma, quoi. Le karma. Ouais. Je me dis le karma. Tu sais quoi, le karma, c'est toujours quelque chose qui revient, tu sais, etc. Le seul truc qui m'avait embêté par rapport à ça, c'est que je savais qu'on avait changé de moto. J'avais roulé avec la nouvelle moto en 2015 et je savais qu'elle allait devenir très très bonne. Et je savais que quelques temps après, ils allaient gagner des courses parce que la moto était très bonne. C'est ce qui s'est passé, pas en 2016, mais en 2017. Et puis moi, après, j'ai commencé mon histoire avec BMW. Et tu es toujours là maintenant. Et j'y suis toujours en 2022, donc c'est une belle histoire. C'est on a comment dire, moi je suis quelqu'un de fidèle. Je suis resté 6 ans avec BMW, je suis avec Yamaha. Ça va faire 7 ans que je suis avec BMW. Donc dès le moment que je me sens bien et puis après voilà. Le problème c'est que j'ai fait des choix aussi quand j'étais chez BMW à des fois refuser des places qui étaient, je pense, parfaites pour gagner des courses de 24. Mais j'ai préféré la fidélité et me dire que je préfère gagner avec une équipe qui a jamais gagné une course de 24 que aller chez quelqu'un qui en a déjà gagné. Forcément, il y en a qui diront que voilà, mais j'ai préféré ce défi-là, mais parce que j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été fidèle dans mes choix et aujourd'hui, je le regrette même pas. J'aurais certainement gagné plus de courses si j'avais fait d'autres choix. Mais une histoire, ça s'écrit comme on a envie. Enfin moi, quand j'en avais envie, quoi. Donc bien sûr qu'il me manquera peut-être des courses en fin de ma carrière, mais aujourd'hui je suis encore là, donc c'est que. Et puis t'as quand même gagné des courses de 24. Tu les as pas gagnées dans les plus grosses catégories. Voilà, mais tu sais, c'est toujours pareil. C'est que quand tu roules, En fait, l'idée que j'avais quand j'étais gamin, le Graal ultime, c'était de gagner en super sport en France. Gagner en comment ça s'appelle, en stock sport, en super stock en France en 1000. Je l'ai fait en 2015 quand je me suis fait virer d'ailleurs. Je l'ai pas dit, tu vois. Et de gagner en superbike en France, je l'ai fait avec BMW. D'être champion du monde d'endurance, je l'ai fait avec Yamaha. Et de gagner le Mans et le bol. Les 24 heures du Mans et le bol d'or. Là, le problème c'est que j'ai fait 2 fois deuxième. Donc je les ai gagnés les deux en catégorie super stock. Et en fait, pour moi, c'était le Graal ultime. Je me dis, au moins, si j'arrive à tout gagner en France, tout ce qui représente quelque chose en France, ça sera le truc parfait. Mais aujourd'hui, pour te dire, ce qui est rigolo, c'est quand je parle aux gens, même à mes coéquipiers et des pilotes, quand je leur dis que j'ai pas gagné, ils me croient pas. Ils me disent, mais non, tu les as gagnés, c'est sûr. Parce qu'en fait, ça paraît tellement normal, mais tu sais, quand tu gagnes les 24, c'est souvent une équipe qui gagne les 24. C'est pas un pilote. Donc en fait, on n'assimile pas vraiment une victoire de 24 à un pilote vraiment, toi. Et c'est pour ça qu'en fait, il y en a plein aujourd'hui qui pensent, et comme mon frère, lui, par contre, a gagné 4 bols d'or. C'est ton joker un peu. Ah non, mais lui par contre, ça a été incroyable parce qu'il a gagné 4 fois les 24 heures du Mans, 3 fois les 24 heures du Mans et 4 fois le bol d'or. Et moi 0. Vous complétez un peu. Et sauf que lui, il a jamais gagné de course en superbike. Et moi, j'en ai gagné 35. Tu sais, j'ai l'impression par rapport au vélo, tu sais, la fameuse légende du Pouli d'or, tu sais, qui est toujours deuxième. Vous, c'est pas le cas parce que vous avez gagné plein de courses. C'est ça, mais c'est inverse. En fait, si tu veux, alors moi, j'ai gagné des courses de 8 heures. Tu vois, j'ai gagné des courses de 8 heures, mais j'ai pas gagné des courses de 24 heures. La seule course de 24 heures que j'ai gagnée, c'est les 24 heures de Barcelone, mais c'est amateur. C'était une course amateur, etc. Donc tu vois le truc, quoi. Mais avec BM, t'as quand même bien étoffé ton palmarès sur ces 7 années.
Bah j'ai été alors j'ai été une fois champion de France Superbike en 2017. J'ai été 2 fois ou 3 fois vice-champion de France Superbike. Et voilà, donc j'ai eu pas mal. J'aurais pu gagner un autre titre en 2019 si j'aurais fait toute l'année, je pense. Enfin non, c'est facile de dire ça, mais non, j'ai choisi de faire du moto E parce que pour moi c'était une expérience qui était, tu vois, les grands prix que je te disais, je veux absolument faire les grands prix. Je savais que cette catégorie, elle était pendant la course de MotoGP. Donc pour moi c'était indispensable. Moi qui ai toujours été dans des championnats où on roule beaucoup. C'est trop court parce que l'autonomie de les motos ne permet pas de... C'était la première année, hein, donc l'autonomie était vraiment très très petite. Mais j'ai vécu mon rêve en me disant j'ai roulé sur un championnat de MotoGP, etc. J'ai apprécié vraiment les 2 premières courses. Après, j'ai commencé à comprendre comment c'était du business, etc. Et je me suis dit, putain, en fait, aujourd'hui, j'ai trop fait d'endurance pour apprécier j'ai apprécié les 2 premières courses parce que j'étais sur un endroit qui me faisait rêver, quoi. Toi, tu croises Rossi dans le paddock, tu croises tout le monde, t'es un pilote aussi, quoi, toi. Et tu vois, moi, voilà, c'était mon petit kiff, toi. Mais bon, par contre, j'ai pas été bon. Et de 2, j'avais aucune envie je crois que c'est la première fois de ma vie où j'ai fini une course dernier et j'étais content. Parce que c'était terminé. Parce que je me suis fait une putain de blessure, je me suis fait une putain de chute et en fait, j'ai dit, ok, c'est pas pour moi. C'était Patrick Pilet qui t'avait mis là-dedans, c'est ça? Pilote Porsche? Il m'a pas mis là-dedans. Il m'a dit, t'as suggéré quoi? Il m'a dit franchement, renseigne-toi. Et comme on avait sympathisé grâce à sa femme, Ganel, en fait, on a gardé de très bons contacts et en fait, j'y suis allé, quoi. Mais l'expérience était, tu vois, aujourd'hui, il y en a qui me disent, ouais, mais t'aurais peut-être été champion de France Superbike une deuxième année, etc. Parce qu'en fait, j'ai fait que 8 courses dans l'année sur les 14 et j'en ai gagné 6. Donc forcément, si tu calcules le truc, j'étais bien placé pour pouvoir... Mais vu que t'en as fait que 8, t'avais pas suffisamment de points pour être... J'ai fait 3e quand même. Tu fais 3e avec 8 courses, c'est pas mal quand même. Et en fait, le truc, c'est que la finalité de l'histoire, c'est que pour moi, l'expérience de faire ça en valait beaucoup plus la peine que de re-être champion de France Superbike. Être champion de France Superbike une deuxième fois, c'est un objectif, bien sûr que je le veux. Mais de pas essayer un championnat qui est nouveau dans un championnat comme le MotoGP, ça, je sais que... T'aurais regretté de pas l'avoir fait. Et au pire des cas, je serais champion de France Superbike une fois dans ma vie. Mais au moins, je l'aurais été une fois. Tu vois ce que je veux dire? C'est que moi, je suis pas quelqu'un qui court parmi tous les titres. À chaque fois que je m'engage dans quelque chose, je veux gagner. Ça, c'est clair et net. Mais par contre, si je gagne pas parce qu'il y a eu meilleur que moi, dès le moment que je me suis donné à 100% et que je pouvais rien faire d'autre, ça me pose aucun souci, quoi. Par contre, si demain, ce qui était plus compliqué les dernières années, c'est qu'on a eu pas mal de petits problèmes qui ont fait que j'ai pas été champion. Et ça, c'est plus difficile à accepter, quoi. Ça, si tu parles du retour chez Tecmas? Pas du retour. Il y a déjà eu l'année où j'étais en 2020 où en fait j'étais avec le team Dunlop qui me faisait rouler aussi en endurance. C'était une structure, c'était une volonté de ma part d'aller chez eux. Pourquoi? Parce que on roulait avec les mêmes pneus. Et comme je voulais performer en endurance, j'ai préféré rouler avec les mêmes pneus en championnat de France. Le souci, c'est qu'il y a eu le Covid. Et en fait, je pense que ça a foutu un frein à tout le monde. C'était compliqué, on n'a pas beaucoup roulé, etc. Alors en championnat de France, la saison a été géniale parce qu'on a gagné 5 courses sur 10, sachant qu'il y en a une qu'on n'a pas fini à cause d'un problème technique. Celle qui m'a certainement permis de ne pas pouvoir être champion. Et voilà. Et en fait, on a eu deux petits problèmes dans l'année qui m'ont mais encore une fois qui étaient pas forcément où j'étais pas forcément le premier responsable, et c'est un peu frustrant parce que tu dis putain, j'ai tué pour rien, quoi. Et voilà. Et puis après il y a en 2000, quand j'ai fait le retour chez Tecmas, c'était en 2000, donc du coup en 2021, c'était très compliqué parce qu'on avait une nouvelle moto, une nouvelle structure, toute la structure avait été réorganisée, et en fait on a perdu pas mal de temps en début d'année, et on a fait une très très bonne fin de saison. C'est sûr que quand on a vu notre fin de saison par rapport au début de saison, on aurait eu un début de saison normal. Je pense qu'on aurait pu encore une fois se battre au titre. Mais après, ça fait partie du jeu, quoi. Comment tu l'as vécu, genre psychologiquement? Parce que t'étais plus premier pilote, je crois, à ce moment-là. Si, en 2021, en fait, on était 2 dans le team, et en fait, c'était compliqué. Ça a été compliqué parce que en fait, il y avait 2 équipes, et en fait, moi, j'ai pris un peu la place de celui qui était à ma place l'année d'avant.
Et en fait, je te dis, il y avait une restructuration dans le team et en fait, ça a été un peu compliqué, mais ça, c'est des choses qui arrivent tout le temps, quoi. Et moi, je suis revenu un petit peu le cheveu sur la soupe, quoi, en disant, je suis là, hop, laissez-moi aller. Le truc qui dérange un peu tout le monde, quoi. Et enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'avais perçu au début. Mais quand t'expliques les choses aux gens, quand tu te mets de face à face, etc., tu te rends compte qu'en fait, il y avait juste besoin de parler et tout s'est très bien terminé. Et puis on a fait une fin de saison qui a été remarquable. Donc à partir de là, après, ça a recontinué. Et puis cette année, on fait une belle saison, malgré encore une fois que au milieu de la saison, on a eu un problème qui a foutu une bazar totale dans le championnat. Et ça, encore une fois, là, par contre, tu vois, je l'ai vraiment mal vécu cette année parce que je me dis encore une fois, il y a un truc qui se passe qui est indépendant de ma volonté. Alors après, c'est le sport mécanique, hein. Mais je me dis, c'est dur, quoi. C'est vraiment dur parce que bah tu veux toujours donner ton maximum parce que ça reste quand même un sacrifice permanent et tu prends des risques, tu te prépares pour tout et quand t'as un petit truc qui déraille, tu fais non, pas maintenant, quoi. Donc ça a été un peu frustrant, mais encore une fois, le plus important dans ce truc-là, c'est de rebondir. C'est ce qui te rend toujours plus fort, c'est de toucher un peu le fond et de ressortir de la tête de l'eau. Mais ça, le problème, c'est que dans la compétition, dans n'importe quel sport, tu sais très bien que t'as beaucoup plus de défaites que de victoires, quoi. Donc, faut savoir savourer les victoires dans tous les sens, quoi. Tu sais que je suis en train de penser à un truc pour nos auditeurs. Le fait peut-être que on explique que tu roules pour telle ou telle marque et en même temps qu'on parle de nom de team, peut-être que c'est pas clair pour tout le monde comment cette jonction se fait entre les deux. Bah, en fait, entre Tecmas, tu veux dire, et le team... Par exemple, et BM, par exemple. Bah, en fait, si tu veux, Tecmas, c'est le team officiel BM. C'est-à-dire que moi, quand en 2020, j'ai voulu aller dans l'autre team, c'était pas un team officiel. Qui était soutenu par BMW Allemagne. Donc c'est-à-dire qu'ils fournissent des motos. En fait, ils étaient soutenus par plus ou moins par Dunlop et surtout un petit peu par les partenaires du team d'endurance, quoi. Et donc en fait, team officiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es payé, tout ça, c'est le team principal. Et nous, en fait, en 2020, bah on était un team, on va dire, moi j'étais un petit peu payé, mais pas autant que quand j'étais dans le team officiel, etc. Mais c'était une volonté de ma part parce que pour moi, c'était la chose la plus importante. Et voilà. Et en fait, bah, le problème, c'est que j'ai tellement dominé l'année. J'ai tellement mieux roulé que le pilote qui était chez Tecmas qu'en fait, bah, forcément, l'année d'après, quand ils m'ont dit, Kenny, tu reviens, bah, ils ont dit, non, mais nous, on continue, mais par contre, faut Kenny. Donc, c'est aussi peut-être pour ça que ça a foutu un peu le bazar parce qu'en fait, c'est BMW France qui a décidé de dire, non, mais nous, on prend Kenny. Alors que eux, ils avaient commencé une histoire avec un autre pilote. Donc toi, c'était un peu injuste aussi pour le pilote. Et je comprends aussi que ça soit un peu mal vécu auprès du team parce que moi, je suis parti. Et puis là, je reviens, mais je reviens surtout parce qu'ils ont dit, on continue, mais c'est avec Kenny. Et c'est ce que tu me dis, je me souviens très bien, tu m'avais donné une expression qui m'avait marqué. Si tu me disais que dans la performance, de toute façon, le fusible qui saute toujours en premier, c'est le pilote. Ouais. Toujours. C'est toujours le premier responsable. Et en fait, si tu veux, surtout en endurance, c'est encore plus le cas, mais si tu veux, c'est pour ça que c'est important de te donner toujours à 100% et toujours de faire un maximum de résultats parce que on peut plus ou moins pas te reprocher quoi que ce soit. Mais moi, à la fois, c'était une chance que j'avais parce que quand t'as BMW qui te dit, non, mais c'est avec lui qu'on roule. Point, c'est tout. D'avoir une marque derrière toi qui te soutient autant, c'est une preuve de loyauté, ouais. De loyauté, de respect qui est énorme. Et pour moi, c'était... mais par contre, j'étais un petit peu, j'étais un petit peu mal à l'aise vis-à-vis de Tecmas parce que je savais très bien. Et puis le pilote qui était là aussi, c'était Alan Tusher. C'est quelqu'un que j'apprécie aussi. Et ça me mettait mal à l'aise. Mais à la finalité, ils ont trouvé une solution pour qu'on roule nous deux dans le team. Donc ça a été très bien. Et puis après, bah, on a refait une année, nous deux ensemble. Et là, j'ai refini devant Alan. Donc forcément, là, cette année, bah, ils ont décidé de me choisir. Mais encore une fois, c'est les résultats. Peut-être que Alan est un très bon pilote. C'est un très très bon pilote. Le problème, c'est que c'est binaire. Une feuille de temps, les gens regardent une feuille de temps. T'es devant, t'es premier, t'es le meilleur. T'es deuxième, t'es moins bon. Après, ils vont pas vérifier de savoir si t'as ça, etc., etc. Ça, ils s'en foutent. Tu sais, il n'y a pas marqué quand t'es sur la feuille de temps, deuxième avec une astérix, attention, j'ai eu un problème de pneu, attention, j'ai ma moto qui marchait pas. Ça, ils s'en foutent complètement. Et en fait, la moto, c'est ça. Tu gagnes, t'es le meilleur. Tu gagnes pas, tu peux te virer à tout moment. Mais ça, tu le vois avec beaucoup de philosophie maintenant parce que t'as beaucoup d'expérience aussi. Je pense que tu le voyais peut-être avec beaucoup plus de premier degré avant. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus ce qui m'embête le plus, c'est plus ce truc-là. Je suis au courant que tu sais, j'ai 38 ans, donc je sais très bien que je suis plus vers la fin de carrière que le début de carrière, donc j'accepte ça complètement. Et tu vois, pour te dire, je suis capable de dire, je suis champion l'année prochaine. Si je suis pas champion, vous faites ce que vous voulez avec moi.
Parce que moi, c'est aussi un objectif, quoi. Par contre, ce qui est le plus chiant, plus embêtant, c'est la frustration. La frustration de ne pas pouvoir arriver à l'objectif que tu veux parce qu'il y a des comment dire, il y a des paramètres qui sont pas contrôlés. Que moi je peux pas contrôler, que d'autres peuvent contrôler. Parce qu'un paramètre que personne ne peut contrôler, tu peux en vouloir à personne. Quand il y a des paramètres des fois que tu peux éviter, ça c'est frustrant. Mais la frustration fait partie du sport de haut niveau. Faut pas rêver. T'es frustré tout le temps. T'es toujours. Et c'est pour ça qu'il faut savoir prendre les tenants et les aboutissants pour essayer d'arriver à quelque chose qui te rend pas frustré après ta carrière, quoi. Et justement, l'après-moto, parce que disons peut-être que tu as encore 2-3 ans au plus haut niveau. Qu'est-ce que t'aimerais faire après? En fait, franchement, je sais pas. J'y pense parce que c'est important d'y penser. C'est important de se dire qu'est-ce que je pourrais faire, dans quoi je pourrais m'épanouir, etc. Parce que quand on vit la vie qu'on a, tu t'imagines que c'est une vie qui est pas normale, quoi. C'est l'intensité, l'adrénaline, elle est au-dessus de tout ce que tu peux imaginer parce que c'est un sport où déjà tu vas très vite. C'est un sport où il y a des enjeux, mais c'est surtout que c'est un sport dangereux. Donc tu rajoutes ce facteur-là où tout le temps t'es là, tu sais les risques que tu prends, quoi. Et si tu veux, moi peut-être la plus grande inquiétude que j'ai, c'est est-ce que je vais réussir à être autant comblé dans mon après-carrière. Donc l'objectif, c'est d'être le plus comblé possible pendant ma carrière pour ne pas l'être, pour pas être frustré après. Quand je dis frustré, c'est un grand mot, hein, mais c'est pas vraiment le cas. Mais si tu veux, je veux donner un maximum. Et aujourd'hui, je travaille déjà avec BMW, j'encadre des journées où je suis instructeur, etc. Donc ça, déjà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Avec mon frère, on a monté une petite école de pilotage, seulement pour la compétition, pour les enfants de 8 à 12 ans. Et puis après, il y a plein d'autres choses à faire, j'en suis persuadé. Peut-être que ce sera dans la moto, peut-être que ce sera pas dans la moto, mais tant que moi je suis dans la moto et que je suis à haut niveau et que je suis impliqué là-dedans à 100%, j'ai compris une chose, c'est que quand tu fais les choses à 100%, tu peux pas t'impliquer dans autre chose que ça. C'est quasiment impossible. Déjà que d'avoir une vie de famille, c'est compliqué quand tu t'impliques à 100%. Donc tu t'imagines si après tu impliques un nouveau projet, ça veut dire que tu as décidé d'arrêter. Moi, aujourd'hui, tant que je gagne des courses et tant que je sens que je suis capable, en fait, tant que je gagne des courses, parce que c'est ça mon fil conducteur, c'est tant que je me vois que je peux gagner des courses, je vois pas pourquoi je continuerai pas. Maintenant, si je commence à voir que je suis plus apte, je suis plus assez compétitif, c'est moi qui vais arrêter directement. Parce que je veux pas terminer en me disant que je suis mauvais. Tu veux sortir par la grande porte? Je veux terminer en me disant, mais peut-être que l'année où je vais sortir, je vais pas être bon parce que forcément ça peut arriver au milieu de la saison, etc. Mais je veux pas faire une deuxième année en me disant attends, je veux refaire, non, j'arrête, ça me va très bien. Donc voilà, c'est Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour finir un peu ce podcast alors? Bah écoute, déjà tu sais, j'ai une chance, c'est que je vis la meilleure des vies je vis la vie que j'ai souhaitée, la vie que j'ai rêvée. Alors oui, j'aurais préféré la vivre en MotoGP comme chaque pilote, mais aujourd'hui de pouvoir de pouvoir grandir comme je l'ai fait dans mon milieu, de pouvoir réaliser la vie que j'ai dans mon milieu. En fait, déjà, je pense que je suis assez chanceux d'avoir réalisé ce côté-là. Donc, je pense que maintenant, il n'y a pas grand-chose à me souhaiter parce que je pense que je suis déjà assez, chanceux par rapport à ça. La vie m'a aidé à avoir ce que j'ai aimé ce que j'espérais depuis que j'étais gamin. Donc maintenant, je vais laisser un peu la chance aux autres et je trouverai bien des choses qui me plairont, quoi. Mais tant que la santé, je dirais. C'est juste ouais, ça. Forcément. C'est facile à dire, mais c'est peut-être la chose qui est le plus important. Je trouverai forcément quelque chose qui me plaira, même si je vais passer forcément peut-être des moments difficiles, parce qu'après une carrière sportive, on sait très bien que parfois c'est un peu compliqué. Mais je suis pas à plaindre. Ouais, mais je pense que quand je dis je suis pas à plaindre, c'est attention, c'est pas. Faut faire attention dans ces trucs-là parce que dans le sport. T'as des gens qui gagnent beaucoup d'argent et en fait qui disent moi c'est pas le cas. Tu vois, j'en ai vécu pendant 15 ans. Ça m'a permis de faire des super choses, ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Mais par contre, je vais devoir retravailler après. T'es pas à l'abri. Je suis pas à l'abri. Je vais devoir retravailler après. Alors j'ai des sécurités, etc. Mais je vais devoir retravailler. Ça, c'est important de le dire des fois parce que tu sais, c'est quand on te voit à la télé, on te voit si, on t'a toujours l'impression que tu gagnes des centaines de milliers d'euros. C'est pas le cas. Je gagne assez pour vivre. Je pense que je gagne assez bien pour faire ce que je fais. Mais par contre, c'est pas genre j'arrête et je fais plus rien. Si on veut faire une comparaison, il y a quand même un énorme fossé entre l'endurance et le MotoGP déjà. Oui, mais le MotoGP, ils sont 20, ils sont 15. Oui, exactement. Tu vas en Moto 2, t'en as 3-4. Tu vas en Moto 3. En fait, si tu enlèves le MotoGP, t'as 80% des pilotes dans le plateau qui amènent des budgets.
de 300 000, 400 000 euros, quoi. Donc tu vois l'histoire, c'est qu'il y en a quelques-uns, mais c'est l'élite mondiale. Tu peux plus prendre par rapport au foot. Le foot, tu prends le foot, c'est pareil. C'est que on parle des salaires des footballeurs, mais tu regardes en France, il y a le PSG. Mais quand tu vas regarder les petits teams, les petites équipes, il y en a, tu regardes, tu dis mais comment ils peuvent gagner la même chose? Enfin, comment ils peuvent avoir autant d'écart alors qu'en fait ils font strictement la même chose. Donc c'est encore pire. Nous on parle du MotoGP, mais le MotoGP c'est le Graal. Donc c'est normal qu'ils soient payés à des prix qui soient astronomiques. Mais regarde en France, moi je trouve que c'est plus aberrant de voir que les derniers de Ligue 1, ils gagnent tant d'argent et que les premiers de Ligue 1, mais c'est le même championnat. Ah, mais si tu veux parler de chiffres, j'ai des potes qui sont pros en Ligue 1. Tu vois, ils gagnent quelques dizaines de milliers d'euros. C'est très bien comme salaire, on est d'accord. Moi, mais par rapport aux millions que c'est vrai. Moi, tu vois, je pense que c'est mais moi le problème c'est que je suis prestataire, je suis pas salarié. Mais en prestation, c'est ce que tu viens de dire avec ça, on est aux alentours. Ouais, j'aime pas trop parler. Moi, ça me dérange pas de parler d'argent. Je sais pas si moi, ça me dérange pas du tout. Mais voilà, une très bonne année, ça peut être aux alentours des 100 000. Mais en prestation. Oui, mais c'est ça en fait. Tu donc payes après, des charges, bien sûr. T'as tout ça. Donc, mais j'ai fait des années meilleures, j'ai fait des années moins bonnes, et c'est un équilibre qui me permet voilà. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, quand tu te verses un salaire, t'as des charges, t'as la TVA, t'as les caisses de retraite, t'as tout ça, t'as l'URSSAF, t'as tout ce petit truc qui t'enlève beaucoup. Mais ce qui est très bien d'ailleurs comme système, il y a pas de. Mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un salaire comme un footballeur. Bien sûr. Un footballeur touche un salaire. Moi, je touche pas de salaire. Donc tu retravailleras, mais tu retrouveras quelque chose qui va t'épanouir, c'est sûr. Et moi, je veux trouver un truc dans lequel où je m'épanouis et qui a un objectif. Je pense que je pourrais pas être quelqu'un qui. Il y en a plein qui me disent des fois, ouais, est-ce que tu penses que tu pourrais travailler pour un patron en ayant été ton propre patron pendant. Je fais si j'ai une progression possible et qu'on me laisse un peu de liberté. Oui, si par contre c'est de la dictature et que tu fais toujours la même chose toute l'année, toute la journée. C'est pas que j'aime pas ça, c'est qu'en fait ça fait 30 ans que t'as eu trop de liberté, ouais. J'ai eu trop de liberté et ça je pourrais pas, à part si c'est un besoin comment dire, vital, que tu dois y travailler dans tous les cas. Mais je pense que quand même le fait que tu sois ultra compétiteur, que t'aies été au plus haut niveau, c'est forcément un avantage dans la vie, on va dire. Bah tu sais quoi, on en reparlera dans 5 ans. Parce qu'en fait on en parle beaucoup. Mais en fait, oui, je pense que la motivation aujourd'hui est bien plus forte que les études. Dans certains cas, j'en suis persuadé. Parce que quelqu'un qui est motivé, moi, tu vois, je vais te dire quelque chose de bête, mais je donne toujours cet exemple-là. Mais j'en ai parlé avec quelqu'un qui est chef d'entreprise et je lui ai dit, mais tu sais, moi, si demain tu me dis de reprendre un McDonald's, je te dis ça, c'est pas mon idée, hein, mais moi, je suis prêt à être vendeur pendant 3 mois, 1 an, pour comprendre comment ça marche. Business. Ça me dérange pas, toi. Je veux partir le plus bas, mais par contre, je sais que je pars bas pour aller le plus haut possible. Tu vois, mais par contre si tu me dis t'es au milieu et tu restes au milieu toute ta vie et que tu sens que tu pourrais faire mieux, tu sens que non, ça c'est pas mon délire, quoi. C'est-à-dire que j'ai juste besoin d'un objectif. Bien sûr je serai pas médecin, bien sûr je serai pas avocat parce que ça il faut des études, mais il y a certains métiers aujourd'hui on sait très bien que je pense que la volonté vaut parfois bien mieux que des études. Et le mieux, c'est quand t'as la volonté et les études. On est bien d'accord. Mais à un certain niveau, la volonté fait parfois beaucoup plus de choses. Et tu sais, dans le sport de haut niveau, les meilleurs, c'est pas ceux qui ont plus de talent, c'est ceux qui ont plus de volonté. C'est-à-dire que c'est facile d'avoir du talent. Mais le problème, c'est que c'est se donner les capacités pour y arriver, avoir des sacrifices, prendre des risques à certains moments. Tout ça, ça fait partie. Et ça, c'est souvent ceux-là qui réussissent. Tous les autres qui ont pas réussi, c'est qu'ils leur ont manqué un petit truc. On te le dit, tu vois, moi je donne toujours, je te dis un truc parce que je l'ai entendu il y a pas très longtemps et j'ai trouvé l'exemple énorme. J'entendais quelqu'un qui dise, ouais mais regarde, si je te dis de courir dans 10 km, tu détestes ça, tu vas pas y aller. Tu vois. Par contre, si je te dis, je te donne 10 000 euros et t'y vas, tu vas y aller. Et le gars disait, bah tu vois, si on arrive à motiver nos salariés dans une société, ils vont tous le faire. Mais moi je lui dis, mais oui, mais si t'as pas besoin de donner 10 000 euros à quelqu'un pour qu'il le fasse, c'est quand même vachement mieux. Si le mec il est motivé parce qu'il a un défi, parce que tu lui donnes simplement le fait de pouvoir y arriver, de pouvoir le réussir. Et le simple défi, sans parler d'argent ou quoi que ce soit, le simple de dire non mais si j'y arrive je suis fier. Et un sportif de haut niveau, lui, il a rien à prouver à personne. La seule truc qu'il veut faire, c'est se donner à 150%. Et il va prendre tous les moyens possibles pour y arriver. Et souvent, c'est ceux qui ont le plus de préparation, à souffrir, à se dire je vais galérer, je vais aller au fond du trou, mais quand je vais y arriver, je vais y arriver. Et toi, moi, c'est ma vie, quoi. C'est que j'en ai passé par des moments où tu touches le fond et en fait, t'en ressors
toujours plus fier, quoi. Et je pense que la société, c'est exactement pareil. C'est que ça s'écrit pas, comment dire, en disant j'ai des études, maintenant je suis le meilleur. Non. Tu dois prouver tout le temps. La remise en question, c'est la chose la plus importante qui existe dans le monde professionnel, dans le monde du sport. C'est-à-dire que moi, je gagne des courses. La deuxième, des fois, je sais que j'ai l'impression de plus savoir faire de moto. Tellement je me remets en question. Parce que pour moi, il faut se remettre en question à chaque moment. Tu sais, je gagne 2 courses, je profite du moment, je me couche le soir, je me lève le matin, je me dis putain, maintenant faut gagner les autres courses. J'arrive même pas à en profiter de ce que j'ai fait parce que je sais qu'il y en a toujours d'autres après, quoi. Et je pense que c'est ça qui fait que les meilleurs aujourd'hui qu'on voit en moto ou autre chose sont les meilleurs. C'est pour ce genre de raison. On dit souvent que les jeunes en fait ont un talent fou. Mais en fait, le meilleur sportif qui existe aujourd'hui, pour moi, c'est celui qui a l'état d'esprit d'un mec de 35 ans avec le physique de 21 ans, de 20 ans. Et les meilleurs, c'est ça aujourd'hui. Un Mbappé, il a l'expérience d'un mec de 35 ans avec les jambes d'un gamin de 20 ans, quoi. Parce qu'en fait, il comprend déjà tout. Il comprend tout à vitesse pas possible. Un mec comme Marquez en moto, un mec comme Quartararo en moto, pourquoi il est meilleur? Parce qu'en fait, quand t'es plus vieux comme moi, pour être au niveau des jeunes, tu fais quoi? Tu fais beaucoup de sport. Quand t'es jeune, pour être aussi bon que les mecs comme moi, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont rien besoin de faire parce qu'ils sont bons naturellement. Mais si lui, il avait compris, le gamin, qu'il pouvait s'entraîner comme moi, il serait imbattable. Sauf que ça, généralement, quand t'es jeune, tu comprends pas. Tu le comprends quand tu commences à vieillir. Et c'est pourquoi les super bons dans tous les sports, ils sont au-dessus de tout le monde. C'est parce que eux, ils l'ont compris à 18 ans, qu'il fallait en faire 2 fois plus que tout le monde pour gagner. Je pense à un exemple, tu parlais du foot. Cristiano Ronaldo, c'est vraiment l'exemple de ça. Voilà. Le mec, il surtravaille comme pas possible. Sauf que si demain, t'as un mec comme Mbappé, qui fait pareil que Ronaldo, Mbappé, enfin là, en même temps, c'est déjà un très très bon, mais tu t'imagines la puissance qu'il peut avoir. Parce que ce qui est sûr, c'est que Ronaldo, il pourra jamais avoir la capacité physique que pour avoir un mec de 21 ans, à partir du moment qu'ils sont plus ou moins égaux, hein, parce que bien sûr. Ça, c'est clair et net, et c'est pour ça que, voilà. Je parle beaucoup, hein, tu sais, moi, faut faire gaffe, non, mais tu sais que en vrai, je m'attendais pas à ce qu'on parle de tous ces sujets-là, et je trouve ça génial parce que, au-delà même de la moto, c'est le sportif, en fait, qui a parlé, et, je trouve ça super intéressant sur la détermination, et ce podcast, au-delà même de l'auto et de la moto, pour beaucoup des auditeurs, et j'ai tout le temps des témoignages par rapport à ça, tu sais, c'est une vraie source de motivation. Donc là, je sais que mine de rien, c'est comme si t'avais botté le cul à certains auditeurs, tu vois, et ça fait du bien, en fait. Bah voilà, mais après, attention, moi, c'est mon état d'esprit parce que j'ai eu la chance d'être en concurrence toujours avec mon frère depuis que je suis gamin, sans le vouloir. Et en fait, c'est ça qui a créé ma force. C'est que, toujours faire plus. Toujours. Ne jamais s'arrêter. Et il y en a qui vont dire que c'est fatigant. Oui, mais c'est rester sain, en même temps. Mais c'est rester sain. Moi, tu vois, si tu me vois dans la vie de tous les jours, tu t'en rends pas compte. Par contre, si tu me défies, t'es mal barré, quoi. Parce que je vais avoir des crampes, je vais aller faire du vélo, je vais avoir des crampes, je vais plus pouvoir bouger. Le mec va me dire, je vais chercher la voiture. Je dis, mais t'as pas compris. Je vais rentrer en 2 heures, mais je vais rentrer. C'est pas toi qui vas venir me chercher. Ou alors, si tu vas me chercher, c'est que je suis vraiment pas bien. Mais tu vois, c'est aussi ce on essaie de transmettre dans l'école. C'est le travail. Et c'est l'état d'esprit. Et aujourd'hui, on a tous tendance à dire le talent. Non. Le talent, bien sûr, si t'as du talent, c'est vachement mieux. Mais si tu travailles et t'as surtout l'état d'esprit, ça change la vie. La motivation, la source de motivation que tu vas avoir pour faire quelque chose est bien plus importante que le talent. Le talent, à haut niveau, ils ont tous du talent. Le talent, moi je dis souvent, le talent, c'est d'y croire. Le reste, c'est de la sueur. Eh ben, écoute, je pense que c'est la meilleure conclusion. Merci beaucoup, Kenny. De rien. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.